Allez, c'est parti. Bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Julien Casier. Salut Julien, comment ça va? Dans quel mindset t'es aujourd'hui? Salut, salut. Écoute, je suis très content d'être là. On a un jour off, même s'il n'est pas si off que ça pour moi, mais il fait beau. On a une semaine qui est un peu particulière pour nous à Paris, donc c'est toujours un peu stressant, mais voilà. Non, non, je suis plutôt dans un bon mood. Je suis en train de préparer la suite. J'aime bien en fait ces jours où je peux avoir le temps de me préparer. Tu vois, Hmm. d'habitude c'est toujours le rush, à courir partout, à organiser. C'est une sorte de Tetris d'agenda. Alors que là aujourd'hui, j'ai un petit peu de marge de manœuvre sur mon agenda, donc c'est plutôt. J'avoue que j'aime bien ce genre de journée, c'est plus relax. Hmm. Ouais, parce que j'allais dire un jour off quand on a toutes tes casquettes et toutes tes responsabilités, ça doit pas arriver souvent pour préciser. Donc Julien, toi tu es coach de Jiu-Jitsu, tu Hmm, es responsable notamment du club Gracie Barra à Paris, hmm. tu es aussi coach de l'équipe de France Jiu-Jitsu Grappling chez les Je le suis jeunes. plus. Je suis Ok, plus. J'ai fini. j'ai arrêté mes fonctions l'année dernière. Ok. Tu es aussi chroniqueur, tu es aussi entrepreneur, donc beaucoup de casquettes et ça fait, j'imagine, ouais, beaucoup d'agenda, beaucoup de choses à faire. Ouais, En c'est tout pour ça que cas, je disais off, aujourd'hui, pas tant que ça, mais bon, voilà. ouais, c'est ça. En tout cas, aujourd'hui, Julien, moi, j'aimerais qu'on parle avec toi de JJB. Je Super. sais que Ça me va très bien ça. Ouais, c'est le but de ce podcast, c'est de parler de JJB, bien sûr avec cette empreinte préparation mentale, mindset, qui me plaît moi particulièrement. Je sais que tu as l'habitude de cet exercice, vu que tu participes 2 fois par semaine à l'émission La Mandale, où Hmm. voilà, tu prends la parole. Moi, j'aime bien vous écouter, tu es toujours avec ton petit cahier, tu as toujours tes petites notes, c'est un plaisir d'écouter tes chroniques là-dessus. Donc, voilà, je sais que tu as l'habitude de l'exercice, mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu nous parles plus de JJB. Et Mhm. pour commencer, est-ce que tu peux nous ramener du coup dans les premières années, les premiers jours peut-être même, où toi, eh ben, tu découvres le JJB, tu découvres le sol. En fait, c'est une histoire qui est assez marrante. Parce que dans le fond, moi je suis pas venu au sol parce que au jiu-jitsu parce que j'avais vu du MMA à l'époque ou parce que comme beaucoup j'avais vu les frères Gracie sur une vieille cassette passer sous le manteau. Enfin, moi j'adore ces histoires quand je les entends et parce que ça me fait je trouve ça extraordinaire. Moi j'ai une histoire qui est assez banale sur ça parce que dans le fond, j'étais étudiant, j'étais en avance à l'école. J'attendais le bus à Choisy-le-Roi, pour ceux qui connaissent un peu le coin. J'attendais le bus à Rouget-de-Lille, à l'époque où ils ont commencé à faire le TVM. Et si tu veux, je transitais depuis là où j'habitais jusqu'à mon école. Et j'attends le bus et je vois une salle en face de moi où il y a marqué Jiu-Jitsu brésilien. Je sais pas si tu m'entends, ça frise un peu. Allô, allô. Ouais, ouais, je t'entends, on t'entend bien. Ouais, Ah, ok. moi je t'entends Parce que bien je ici. te vois friser un peu. Ok. Bon, donc je te disais, Ok. je vois ça dans la salle. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et pour la petite histoire, 15 jours plus tôt, je m'étais fait recaler d'un club de judo. Je voulais en fait à Mhm. Choisy-le-Roi au centre René Rousseau, comme ça moi je dénonce aujourd'hui, ça va être ça. Et en fait j'y suis allé parce que en gros j'avais du temps à l'école, j'avais pris de l'avance et je voulais absolument pouvoir me vider un peu la tête et le corps, et reprendre une activité sportive. Naturellement je vais dans un club de judo jiu-jitsu, je leur dis voilà j'aimerais démarrer et on me dit à l'époque ah t'as pas fait de judo étant enfant, ça va être compliqué, tu sais pas chuter, ça va pas être facile pour toi. Tu vois tous les arguments pour me décourager. Bon. Mm. Mais parce que Et t'as quel âge finalement, là à ce moment-là? là, à cette époque-là, j'ai 21, 22, Ok, ok. tu vois. Et du coup, c'était ouais, 2003, donc ouais, j'avais 22 ans. Et du coup, je vais je rentre dans cette salle qui met jiu-jitsu brésilien. Encore une fois, je savais pas à quoi m'attendre du tout. Et puis je monte et puis je regarde, je vois des gars en kimono en train de tourner au sol et tout ça. Et puis je demande au gars en fait qui était responsable, malheureusement qui est décédé depuis, qui s'appelait Fauzi, et paix à son âme. Et je lui dis, écoute, c'est intéressant ce que vous faites, tout ça. Raconte-moi un peu. Et il m'explique. Et derrière, je lui dis, bon, bah, moi, je viens de me faire recaler, tout ça, mais est-ce que tu penses que moi, je pourrais faire un essai avec vous? Il me fait, mais bien sûr, quand tu veux, euh, trouve-toi un kimono ou on t'en prête un et tu peux démarrer quand tu veux. Et là, j'ai fait, comment? En fait, là, on n'est pas en train de me recaler. Mhm. Et tu vois, c'est con, mais tout de suite, ça m'a dit, tiens, c'est intéressant parce que j'ai, en fait, une ouverture quelque part, et on me dit oui. Donc, j'ai commencé comme ça, dans un club qui était, à l'époque, géré par Aziz Cherigui, qui était, en fait, donc Gracie Barra. Ah, malheureusement, Aziz ne venait pas. Mhm.
pour des raisons qui lui sont propres, et moi je lui jette pas la pierre, bien au contraire, hein. En disant ça, je veux pas dire qu'il avait abandonné le club, bien au contraire. Mais je dis juste que bah, finalement, à l'époque, le club était un peu loin de chez lui. De mémoire, il habitait Lieusaint. Et Choisy-le-Roi, Lieusaint, c'est pas forcément super facile en transport ou en voiture. Donc je sais il y avait que 2 créneaux par semaine, il avait du mal à venir. Donc du coup, le club était un peu autogéré par à l'époque justement Fauzi et quelques gradés. Il y avait Paul de mémoire, des gars comme ça. Et, euh, et donc j'ai passé des premiers mois à faire du jiu-jitsu, mais c'était vraiment en mode un ceinture bleue qui transmet un peu ce qu'il sait, mais bon, bien sûr avec un peu de recul, avec un patrimoine technique limité, mais qui fait ce qu'il peut. Et puis nous qui nous amusons beaucoup au sol, donc voilà. Moi j'ai commencé vraiment comme ça, sur Hmm. un peu le Ok. hasard, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Excellent. Et ça a été quoi alors tes premières réactions, tes premières émotions, tes premières sensations quand tu goûtes au sol là, au Jiu-Jitsu? Bah ça a été, encore une fois, déjà c'est possible. On me dit pas non. Tu vois. Hmm. Et moi, j'ai une histoire familiale un peu particulière, et le fait de me sentir accueilli quelque part, ça m'a fait vachement de bien. Je me suis dit, tiens, Ok. on me dit oui. Ensuite, ça a été, c'est plutôt marrant, on peut vite prendre des sensations. Bien sûr, tu fais la machine à laver, et tu te fais un peu tordre dans tous les sens, mais tu peux rapidement commencer à jouer un peu sur certaines choses, et puis, tiens, c'est intéressant. Et donc, bah, tu y prends goût, tu vois que tu transpires pas mal, donc tu y trouves ce que tu y recherches, c'est-à-dire, bah, au départ, te vider la tête et sortir de là en ayant bien transpiré et puis en t'étant marré. L'ambiance était cool. Donc au début, tu y cherches pas beaucoup plus que ça en fait. Tu veux transpirer, tu veux être avec des gens cool, tu veux commencer à te dire que tu peux te bagarrer un peu. Et puis petit à petit, tu commences à te développer. C'est ce que je dis souvent Hmm. aux élèves quand ils démarrent. Le jiu-jitsu, ça repose sur 3 piliers. La force, et donc par définition, par la suite, qu'on va transformer en pression. La technique et le timing, qu'on confond souvent avec la vitesse. Mhm. Et au début, ben, ta technique et ton timing, ils sont inexistants, faut pas se mentir. À moins que tu aies t'as un background sportif, tu peux avoir un peu de timing, mais technique, walou. Hmm. Par contre, de la force, ben, t'en as plus ou moins. Et moi, il se trouve que ben, j'en avais un peu, donc ben, je me suis un peu débrouillé avec ça au début, comme tout le monde. Tu sais, c'est un truc que j'explique très souvent aux gars. C'est quand au début, un enfant, il n'a pas de réponse à une de tes questions, très souvent, il se met à crier. Et c'est un peu ça. Tu sais, t'as pas de réponse à une question technique qu'on te pose, qu'est-ce que tu fais? Tu cries, tu commences à forcer. Hmm. Et bien évidemment, c'est un peu bête parce que dans la réalité, ben, tu as la personne en face de toi, elle force aussi. Mais dans le fond, c'est ce que tu utilises tes armes au début et tu commences à prendre du plaisir avec ce que tu as. Et petit à petit, tu développes tes autres skills. Tu commences à avoir un meilleur timing sur comment placer tes positions. Tu commences à avoir une technique, 2 techniques, et pas beaucoup plus. Parce que back in the days, on parle quand même des années 2023, 2024, 2003, 2004, pardon, où le niveau technique, il était somme toute assez limité par rapport au niveau technique d'aujourd'hui. Donc, Hmm. ben, mine de rien, tu fais un peu avec ce que tu as, et puis voilà, de but en blanc, tu commences à progresser, et puis tu commences à plus taper. Ah, tiens, aujourd'hui, je me suis pas fait martyriser. C'est une sorte de petite victoire, tu vois. Et puis après, Mhm. tu fais, tiens, aujourd'hui, j'ai réussi à même progresser un peu sur une position, j'ai fait mon premier sweep. Et puis ça, voilà, Hmm. ça a commencé comme ça. Ouais. Donc, je disais avant qu'on soit un petit peu coupé, la première émotion vraiment que tu ressens et qui t'attire, c'est cet aspect famille, cet aspect groupe, camaraderie que tu retrouves de suite dans le club? Oui, oui, honnêtement, c'est pas ce que je cherchais en arrivant. Comme je te dis, moi, j'étais en école d'architecture à l'époque, parce que c'est mon premier métier. J'avais vraiment besoin, après 1 an et demi, de m'être fait malaxer, d'1 an et demi, 2 ans, de m'être fait malaxer dans tous les sens. Le cerveau, j'avais besoin de me vider la tête et d'ouvrir un peu. Donc au début, je cherchais vraiment une activité physique. Et finalement, ce que j'ai trouvé en premier, c'est ça, c'est une famille. En effet, c'est un environnement, c'est des gars que j'avais plaisir à rencontrer, que j'étais content de les voir quand j'y allais. Et d'ailleurs, mes premières motivations, finalement, après quelques cours où tu te fais malaxer dans tous les sens aussi, physiquement, c'est ça, c'est de te dire, ouais, mais c'est cool, je vais aller voir les gars. Et je Mhm. suis avec eux, et puis on va passer un bon moment, et on va se marrer. Et puis après, tu as tout ce qu'on appelle maintenant le mat talk, à la fin, où tu passes un peu de temps à discuter avec eux, tu vois. Et au bout d'un certain temps, c'est ce qui fait aussi que tu restes et que tu es content d'être là. Mhm. C'est marrant, je fais un bond dans le temps du coup, mais ça me fait écho. Donc c'est ça que tu cherches et que tu trouves au début, et c'est même quelque chose que tu cherches intérieurement en toi et que tu trouves dans ce club-là. Et de l'extérieur aujourd'hui, de ce que je perçois moi de Gracie Barra, bah, il y a vraiment cette dimension famille très forte. Parce que est-ce que c'est quelque chose, toi, du coup, que tu as essayé de véhiculer après en étant le leader de ce groupe-là, de ce club-là? Je pense que sans le verbaliser, oui. Hmm. Après, c'est aussi une culture très forte chez nous.
C'est marrant Pas parce que que à moi, Paris, quoi. Tu veux dire ouais, dans tout le monde. globalement Mhm. dans l'ensemble des académies du monde. J'ai été au Portugal le week-end dernier pour ce que nous on appelle le World Summit, c'est la réunion de les black belts, les responsables d'académie, les responsables de région chez nous, enfin voilà, les Mhm. pontes Les d'académie, leaders, quoi. les leaders. Exactement, leader, c'est le mot qui est employé d'ailleurs. C'est drôle, tu pourrais venir. Euh, et j'étais avec Marcio Fetosa. Pour ceux qui savent pas qui est Marcio, Marcio, il a gagné la DCC, il a gagné plusieurs titres de champion du monde. C'est à l'époque où moi j'ai commencé, c'était vraiment une des stars des 66 kilos. Enfin voilà. Et je discutais avec Marcio et je lui disais, tu sais, je te remercierai jamais assez pour ce que tu as fait quand je suis arrivé au Brésil en 2005. Tu as fait un truc énorme, c'est que tu m'as ouvert en grand les portes de l'académie et tu m'as accueilli comme si j'avais toujours été là. Et tu as fait en sorte que je me sente bien. Et je fais, tu sais que plus de 20 ans plus tard, en fait, pour moi, ça a complètement conditionné et changé ma vie parce que c'est ce qui a fait aussi que, à l'étranger, quand j'étais pas forcément toujours, j'avais un peu de spleen, j'étais un peu seul, tu vois. Et ben, j'étais content d'être là malgré tout parce que j'avais ces gars aussi. Et cet environnement qui a été développé par la Gracie Barra à l'époque et qui a été perpétué après, pour moi, il a été fondamental et j'essaie vraiment maintenant de rendre. Et j'avais un speech à faire à la fin devant le maître. Donc, si tu veux, on en reparlera plus tard, mais degré de stress très important là-dessus. Et je disais, moi maintenant, je sens qu'il est temps de give back, en fait, de rendre. Et donc oui, ce qu'on m'a offert à l'époque, que ce soit dans ma première académie en France ou après au Brésil, j'ai vraiment envie de le rendre aujourd'hui parce que je sais que ça a été un élément marquant et fondateur pour moi. C'est ça peut-être aussi qui t'a attaché particulièrement à Gracie Barra, ce Complètement. club, cette famille, c'est cet Ouais, esprit-là que tu as retrouvé et qui était complètement. important pour toi. J'étais rien à l'époque. Je ne le suis pas plus aujourd'hui, mais vraiment à l'époque, j'étais rien de rien, tu vois. Et Hmm. j'arrive au Brésil, j'étais un énième gringo parmi d'autres. J'aurais pu être traité comme un énième gringo parmi d'autres dans une académie lambda. Or, j'ai été super bien accueilli, j'ai été intégré, on m'a fait participer à beaucoup de choses. Je pourrais en parler en long, large si tu veux, mais j'ai eu la chance à l'époque de me retrouver dans une période où le matin, tu t'entraînais avec Pet Pano, Pet Chumbo, Motosera, Shimu. L'après-midi, t'avais Dogan qui venait faire les cours, le maître qui était là directement, Marcio Fetosa. Et le soir, t'assistais aux cours compètes où t'avais Roger, Victor, Brolio, Mario Reis. Hmm. Tu vois, et moi, j'étais baigné là-dedans. Donc, si tu veux, ça aussi, je l'ai pas oublié parce que, encore une fois, j'aurais pu être un énième gringo à qui tu dis, viens, on va faire des cours particuliers et puis tu auras le droit de Hmm. faire le cours de midi. Or, ça n'a pas été le cas. J'ai été intégré Hmm. totalement dans l'environnement et dans la Ouais. famille. Et pour le coup, ça m'a gardé des souvenirs mémorables et surtout des amitiés pour la vie. Ouais, ça fait un peu penser ça. Tu sais, je sais pas, t'habites à Bordeaux ou à Paris et un cousin un peu éloigné que tu connais pas trop a besoin de venir pour un entretien, pour un stage, et finalement tu l'accueilles chez toi, tu vois, Exactement. sans le connaître forcément, mais bon, c'est la famille, du coup tu l'accueilles chez toi. Combien de temps après avoir démarré tu pars au Brésil? J'ai démarré de fin 2003 euh, d'une façon, comme je te l'ai dit, un peu anarchique, même si émotionnellement c'était intéressant. Et moi, le côté anarchique, comment dire, c'est pas critique pour moi. C'est-à-dire que je pense qu'il a été fondateur aussi pour moi d'avoir une vraie différence entre une structure et une non-structure. Tu vois. Mhm. Et donc j'ai démarré comme ça en France. À la rentrée 2004, je rencontre Ratigno, qui était de stage en France. Alors d'abord, je rencontre Lagarto. Pour ceux qui savent qui est Lagarto, en fait, il a Felipe Jerry et venait en France en Belgique pour le Big, qui était à l'époque une grosse compétition de grappling. Il était accompagné de Lagarto, qui avait été envoyé en Europe par le maître pour justement commencer à développer au UK et autres. Et donc, je fais un stage avec Lagarto, qui est du coup, étant Gracie Barra, commence à me dire tiens, viens, puis on discute beaucoup, puis on passe du temps tous les deux. Il me présente Ratigno, qui allait devenir mon prof au début, et qui lui, très très vite, me dit écoute, c'était donc, enfin, je rentrais 2004, il me dit tiens, il y a les seconds championnats d'Europe au Portugal en janvier. Viens, on va les faire. Je fais, Hmm. mais de quoi est-ce qu'il me parle celui-là encore? Championnat d'Europe, mais tu sais, moi j'étais dans une vision fédérale des choses. Les championnats d'Europe, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse les coupes régionales, les coupes de France, et puis après que je me qualifie, blablabla. Hmm. Et puis il me fait non, 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 t'inquiète pas, t'inquiète pas. On va descendre faire l'Open Méditerranée. À l'époque, il y avait l'Open Méditerranée à Grasse. Il dit en fait, on a une sorte de classification interne chez nous qui fait que si tu gagnes l'Open Méditerranée ou que tu fais un bon résultat, je t'emmènerai aux Europes. Donc je descends, je fais l'Open Méditerranée, je gagne ma KT, je fais finaliste de l'Absolute.
Et du coup, il me dit, ah, janvier, on part au Portugal. Alors, j'avais quasiment jamais voyagé de ma vie. Tu vois, aujourd'hui, ça paraît énorme parce que 20 ans plus tard, j'ai visité 54 pays, je parle 4 langues, mais à l'époque, j'avais quasiment jamais voyagé. Et, euh, et du coup, je me retrouve au Portugal à faire mes championnats d'Europe. Alors là, c'était un environnement mais incroyable. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici, tu vois? Là, tu veux parler de syndrome de l'imposteur, de choker, de ce que tu veux. Là, je peux t'en parler en long, en large et en travers. Premiers Europes. Et pour la blague, mes premiers Europes, je les perds en quart de finale, 0-0 contre Samuel Monin. En quelle ceinture du coup? Bleu. Ceinture bleue, ok. Ouais. Il me donne ma bleue juste avant de partir, après avoir pris justement l'Open Méditerranée. Et du coup, bah, on avance là-dessus. Et je perds contre Sam, qui est resté un pote. Et on Mhm. s'est suivis tout au long de nos carrières respectives. Et en fait, on fait un espèce de combat fermé sans aucun sens. Où il est dans ma garde, il n'arrive pas à sortir, j'arrive pas à le sweeper. Priorité à celui qui essaie de passer, merci, au revoir, tu vois. Mhm. C'est rien de Et- très et- intéressant, techniquement affreux. ouais. Euh, Mais je fais une petite pause du coup là sur les championnats d'Europe avant qu'on reparte au Brésil. Du coup, ramène-nous sur comment tu te sens dans ta tête quand tu arrives dans ce gymnase, quand tu arrives dans cette compétition. Qu'est-ce qui se passe en toi, quoi? Bah, en fait, bizarrement, plus perdu par le voyage que par l'événement. Ok. T'as pas de repère, quoi. Je sais pas du tout, je parle pas la langue. Mhm. Je sais pas trop comment ça marche. Je prends l'avion. Encore une fois, c'est très étrange, mais je prends l'avion. Je suis pas très habitué. Je vais dans un pays étranger. Je savais pas trop comment me débrouiller. Enfin, tu vois, c'était un truc un peu. Puis tout le monde se connaît un petit peu dans la bande des Ouais, Brésiliens, peut-être aussi. Et toi, exactement. Donc, t'es là, tu comprends pas trop ce qui se dit au début. Tu fais un peu, t'essaies de faire un peu avec ce que t'as comme mot de vocabulaire que t'apprends un peu comme ça à la volée. Et puis dis tiens, je vais te présenter Roger, et tu rencontres Roger Grassi, tu fais oh, ok. qui C'était comme combattait donc à l'époque? qui combattait, ouais, qui Ouais. combattait sur ce tournoi-là. C'est le second championnat d'Europe, c'est un championnat où, de mémoire, David Giorgetti perd contre Fabricio Nascimento. Ok. Donc David fait sa première compète à l'époque. J'ai vu à l'époque Ok. Cyborg combattre encore, il avait encore quelques cheveux sur la tête. Ok. Tu vois Roger, enfin tu vois des grands noms comme ça passer. Toi, tu fais ta caté, tu vois le truc, en fait, le truc va tellement vite que d'un coup, ben, tu t'es un peu pris par une nébuleuse. Ouais, Tu ouais, vois, ouais. il y a tellement d'inconnus qu'au bout d'un moment, t'es même plus stressé parce qu'il y a trop d'inconnus d'un coup. Ouais. Tu vois, Comme si ton cerveau il saturait d'informations. ouais, t'es complètement overloadé là-dessus et tu te fais bon, bah, allez, on y va, quoi. Donc, tu mets ton kimono, tu fais tes trucs, tu fais tout ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire, tu t'échauffes mal au début, et puis après, tu t'échauffes trop. Tu Ouais. finis au bout de ton deuxième ou ton troisième combat par avoir les avant-bras cramés parce que t'as fait n'importe quoi techniquement, t'as forcé. Hmm. J'avais un jeu qui était très basique, qui n'était pas encore au point, qu'il fallait vraiment travailler. Voilà, et puis le week-end passe, et puis tu rentres en France et tu te dis, bon, qu'est-ce qui vient de se passer, quoi. Ouais. Tu vois, c'est un C'est peu fou. ça. Et toi, Et finalement, tu te laisses embarquer dans cette aventure. Tu suis. complètement, Tu te dis, allez. complètement. Je me suis toujours dit qu'à un moment donné, il fallait se faire violence. Et là, ben, je me suis dit, bah, violence pour violence, on va y aller à fond. Ok. Et Donc, c'est ça qui amorce après un départ au Brésil, donc? et sorti de ça, où il me dit, et Ratinho me dit, écoute, tu t'es pas trop mal débrouillé aux Europes, c'était intéressant. Je pense qu'il faut qu'on parte au Brésil. Moi, j'ai envie de rentrer. Il y a les Worlds bientôt. On se fait une grosse prépa, on fait les Worlds, et puis après on voit ce qu'on fait. Et toi, tu dis oui. Et moi, à l'époque, j'étais entre deux boulots parce que bah, je bossais pour Decathlon, ce qui était une super expérience au passage. Et si tu veux, je pouvais prendre des dispos sur mes différents contrats. À l'école, j'avais beaucoup d'avance parce que j'ai subi quelques réformes et tout ça, ce qui fait que sur mes 2 premières années d'école et la fusion des écoles, je me suis tapé 17 partiels par semestre. Donc j'arrive deuxième, troisième année et quasiment plus rien à faire. Donc je fais, bah écoute, banco. Allez, après tout, là, j'ai pas un truc particulier à faire, j'ai pas une famille qui me retient ici, donc allez, on y va. Mhm. Et donc Mhm. on part au Brésil, et j'arrive là-bas, et c'est très drôle parce qu'il part avant moi, et il vient pas me chercher à l'aéroport. Et donc tu vois, c'était le début de mon histoire au Brésil. C'est de se dire, ok, donc là, va vraiment falloir que j'apprenne vite, que je me débrouille vite, et que j'essaie de comprendre un peu les codes et tout le reste, parce que sinon je vais vraiment galérer. Et donc, j'arrive au Brésil. Je vais donc dans une posada. On habitait dans une petite posada. C'est une sorte de pension de famille derrière une favela sous l'échangeur routier, tu sais, à Rio, Ok. qui avait l'avantage d'être pas trop loin de l'académie. Tu vois, ça c'était cool parce que à pied, t'étais pas très loin de Barra. Tu pouvais aller à l'académie. C'était pas beau,
mais c'était chaleureux et t'avais un petit resto derrière où tu pouvais manger pour 2 3 reais, donc tu te ruinais pas. Mhm. J'avais pas 1 euro, enfin tu sais, j'avais pas d'argent, rien Mhm. sur moi quoi. Et puis voilà, tu débarques dans cet environnement-là et puis tu commences à aller faire les cours à 10 heures le matin, donc tu découvres qu'il y a des boutiques qui vendent des kimonos. Je me souviens, c'est un truc qui m'avait marqué à l'époque. Je sais pas si tu te souviens, là je suis vraiment l'ancien en disant ça, mais à l'époque, la marque que tout le monde voulait, c'était les Coral. Ah, j'ai déjà vu en photo, je pense, Tu vois, ouais. ça y est, je suis vieux. Jacare, il portait ça, un kimono Coral, et t'avais le Coral avec Mhm. le pantalon noir et la veste blanche. T'avais un Ok. Coral, le fameux Coral tout blanc que Jacare portait. Enfin, tu vois, c'était le truc. Et je vois ça dans un Centauro. C'est l'équivalent du Décathlon local. Mhm. Je fais quoi? Chez Décathlon, ils vendent des kimonos de Jiu-Jitsu, tu vois, c'est incroyable. Tu découvres un autre monde. Et puis nous, on avait la boutique Gracie Barraware et tu peux aller chercher ton kimono Atama. Mhm. Waouh, je peux m'acheter mon premier kimono Atama. C'est pas un kimono Décathlon que j'ai recyclé, qui était trop grand, mal foutu. J'ai un Atama, tu sais, un peu sympa, tout blanc, avec les Mhm. patchs de l'académie. Waouh, je porte les couleurs de l'académie, tu Mhm. vois. Et t'es assez fier de ton premier kimono. Et d'ailleurs, pour la blague, je les ai toujours. Mes deux kimonos Magnifique. de 2005, je les ai encore. C'est beau. Et je sais que la GB a plusieurs fois demandé que je leur rapatrie et j'ai jamais voulu parce qu'ils sont super collector et je pense que je les mettrais sous cadre. Ouais. Euh, Ça... et donc, tu achètes tes 2 premiers kimonos et tu fais tes premiers cours à 10 heures du matin. À l'époque, les cours de 10 heures du mat à Barra, c'était Charopigno et Marcelinho. Marcelinho, maintenant il a d'autres activités, mais Charopigno, il donne des cours à Chicago maintenant. Et donc, tu fais tes cours le matin et tu as toute l'équipe de MMA qui est là, parce qu'eux, ils faisaient les cours le matin. T'as Gordo qui était sur le côté, qui leur faisait leur speech pour qu'ils aillent s'entraîner en kimono. Donc tu penses que tu vas faire un petit cours tranquille comme en France, tu sais, avec tes potes, et tu te retrouves avec, je te l'ai dit tout à l'heure, euh, Pet Pano, qui lui venait de prendre KT Absolute au championnat du monde. T'as Chimou qui est là, qui prépare ses combats, Babalou. C'était le plus haut niveau, quoi, à ce moment-là. C'était en MMA, c'était le plus haut niveau que tu pouvais Ok. trouver. Et ils viennent faire les cours, ils ont une ceinture bleue. Je me souviens, Chimou, il avait une ceinture bleue. Je suis, wow, le mec est ceinture bleue, mais c'est incroyable. Et tu vois, tu fais tes cours, et puis après, tu rentres, et tu vas faire ton cours de 14 heures, parce que bah, toi, t'es un peu, comment dire, boulimique. T'as rien en France, t'as 2 cours par semaine, on te dit tu peux faire 3 4 cours par jour. Hmm. Donc tu veux rien manquer en fait. Donc tu te fais les cours de 14 heures, et tu y restes sur le tapis, parce que tu veux pas louper les cours de 18 heures avec le maître, ou avec Hmm. Dogan, parce que Dogan, tu l'as rencontré à la boutique, et tu l'as trouvé sympa, donc, et tu fais ça. Et puis, ben, de fil en aiguille, tu te fais 3 cours par jour. J'avais pas le droit de faire le cours complet le soir. Ça, je Ok. le dis souvent à mes gars, je leur fais, les gars, vous vous rendez pas compte, mais moi, ceinture bleue, je venais de faire les Europes, et on me donnait pas l'heure le soir, hein. Le soir, j'avais pas le droit de faire le cours compète. Euh, J'étais assis sur le banc, j'avais le droit de regarder les gars, et c'était. Tu vois les chevaliers du Zodiaque, quand t'as tous les chevaliers qui arrivent du monde entier et qui viennent pour le tournoi. Bah, Non, j'ai pas la ouais, ref. bah c'est un peu ça. T'avais un peu tous les chevaliers dispersés dans le monde entier qui Ok. débarquaient, et tu disais, aujourd'hui, il y a Mario Reyes qui arrive. Et on disait, ça y est, il y a Brolio et Victor, ils arrivent d'Angleterre aujourd'hui avec Roger. Tiens, demain, tu vas voir, il y a un tel, il débarque de tel coin. Les Tiens, Avengers, quoi. ouais, et ils débarquaient tous des 4 coins du monde. Tous les soirs, tu voyais des nouvelles têtes arriver. Ok. Et à la fin, tu voyais le tapis du cours complet, tu disais, ah ouais, quand même. Et finalement, moi, j'avais pas le droit d'y participer, mais je les regardais bosser, et j'étais incroyable. Et je les regardais Mhm. s'entraîner, s'envoyer. Et sur le tapis, t'avais, comment il s'appelle t'avais aussi Esquisite qui était là. T'avais, comment il s'appelle T'avais Flèche, j'ai oublié Bibiano Fernandez. Tu vois, t'avais tous ces trucs, tous ces champions-là. Et devant toi, t'avais plus de 50 titres de champion du monde. Mhm. Et toi, tu les regardais, et le reste de la journée, t'essayais de comprendre ce qu'ils avaient fait, de t'entraîner, et sans te rendre compte, ton niveau technique, il avait explosé. Ouais, j'imagine. Et je m'entraînais comme un dingue, Et- mais 3 fois par jour. D'ailleurs, c'est ce qui m'a rendu végétarien. Ok. J'arrivais plus à manger de la viande et tu sais, à avoir l'estomac lourd le reste du temps, donc Ouais. j'essayais de trouver une solution pour être le plus light possible, Ok. pour pouvoir bonifier mes entraînements. Donc Ouais. j'ai arrêté de manger des frites, de la viande, des trucs comme ça, pour Mhm. être vraiment optimisé au plus. Mhm. Et de toute façon, à la fin, t'es tellement rincé que t'as juste soif et Ouais. manger, je t'avoue que t'y penses une fois sur deux. Et sans parler de ton niveau technique, qui j'imagine passe un cap à ce niveau-là, est-ce que c'est à ce moment-là, quand tu es au Brésil, quand tu vis ça, que tu tombes amoureux du jujitsu, quoi, qu'il y a cet amour, cette passion pour le sol et le Ouais, jujitsu vraiment qui émerge? complètement. Là, tu te dis, mais l'environnement, il est incroyable, la discipline, elle est incroyable.
combattre, tu prends vraiment ton pied à combattre. T'aimes ça, tu te fais déboîter, mais tu y retournes. Et tu trouves que et petit à petit, encore une fois, bah, c'est comme mes premiers jours à l'académie en France. T'arrives à plus te faire soumettre, t'arrives à bloquer. Tiens, aujourd'hui, j'ai sweepé Chimou. Tiens, aujourd'hui, c'est moi qui étais en position montée. Et puis un jour, au cours du matin, pardon, j'ai fait taper Bouillou, qui était en fait le fils adoptif du maître. Je, Kléber, c'était une superstar à l'époque en devenir, tu vois, un vrai prospect. Et je me le fais. Et là, les gars commencent à me regarder différemment. À me dire, tiens, ce soir, tu veux pas venir au cours. Au début, au cours compète, tu viens juste pour faire l'échauffement avec les gars, tu vois, tu fais pas le reste. Mais on dit, tiens, mets ton kimono quand même ce soir. Et petit à petit, tu commences à monter, tu commences à développer un jeu. Et je discutais beaucoup avec le prof de Petpan, justement. Et il me disait, tiens, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Je me souviens, ça m'avait marqué, il m'avait dit, Julien, t'as de la force, utilise-la. Ne pense pas qu'il faut pas l'utiliser, juste utilise-la au bon moment. Timing. Tu vois. Et là, je me dis, tiens, en fait, non, faut pas que j'annule mes qualités. Au contraire, faut que je les utilise et que je les bonifie. On me demande pas d'être différent. On me demande d'être moi, mais en meilleur. Tu vois. T'es resté combien T'es resté combien de temps? En fait, je fais toute ma prépa de février jusqu'à l'été pour les championnats du monde. Ok. Je fais 3 aux championnats du monde cette année-là. Je perds en demi-finale, 0-0. Gros choke en demi-finale. Ah, je l'avoue totalement. J'enchaîne 6-7 tours. Je tape tout le monde. Et arrivé en demi-finale, on me dit tiens, tu vas prendre le champion du monde et un des plus gros prospects. Et là, tu arrives à Tijuca, tu as attendu, tu sais, dans la barade à Tijuca à l'époque, tu es dans le Tijuca Tennis Club. Les gens qui n'ont pas connu ça, c'est une ambiance particulière, tu vois. C'est, comment tu dis, la torside, c'est les supporters à côté, ça chante, ça danse, ça hurle, ça supporte. Et tu arrives en demi-finale et là, tu as grosse pression. Et là, je me dis, waouh. Et là, tu commences à regarder, en fait, tu regardes pas que le tapis, tu regardes à côté. Et là, je fais, et qu'est-ce que je fous ici? Ok. Un gros choc mental. Et sur cette demi-finale, c'est surtout le fait de savoir le palmarès de l'adversaire qui te fait stresser, qui te Non, met la c'est pression. l'ambiance. C'est C'est toute la l'ambiance? pression autour. Tu Ok. vois, où tu te dis, waouh. Et là, parce qu'on te dit, hé, la médaille, tu l'as dans la poche. T'es le premier à le faire. Maintenant, va chercher ta finale. Ok. Et tu Ouais. dis, mais moi, il y a encore 6-7 mois, je savais même pas ce que c'était qu'un voyage, quoi. Ouais. Et là, je me retrouve. Et en plus, je commençais à bien parler la langue. Parce que j'ai eu la chance de l'apprendre assez vite, finalement. Le fait d'être totalement immergé. Donc, tu comprends tout ce qui se dit, tu comprends les chants, tu comprends tout. Et c'est comme si d'un seul coup, tu te réveillais, tu sais, après 6 tours, et tu fais, oh, wow, ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ouais, t'es sorti de ta compète à ce T'es moment-là, sorti quoi. de ta. Je suis complètement sorti, et en fait, j'attaque pas. Le gars passe jamais ma garde, mais je fais pas ce qu'il faut, le petit extra pour faire que. Un peu comme contre Sam sur mes premiers Europes. T'es très Tu vois. passif, quoi. T'es dans une Ouais, attitude très plus dans le passive. bloc que dans le Ouais. travail. Ok. Tu vois, j'ai essayé de préserver un résultat plus que d'aller le chercher. Hmm. Et ça m'a flingué en fait ma demi-finale. Mais en même temps, ça m'a appris tellement de trucs. Et puis ça m'a aussi permis d'avoir, mine de rien, indirectement, une certaine reconnaissance en interne qui m'a ouvert encore d'autres portes. Et j'ai débloqué un niveau en Ouais. interne Ouais. qui fait que j'avais accès à d'autres cours, j'avais accès à d'autres choses. J'ai Martio qui vient me féliciter. Et si tu veux, pour moi, Martio qui me félicite, ça m'avait quand même aisément mis les larmes aux yeux. Je me souviens du Martio quelques mois plus tôt qui m'accueille. Alors que le gars, c'est une légende, il avait pas besoin de me parler. Il m'aurait envoyé vers le mec à l'accueil, le ceinture bleue qui faisait les inscriptions. Mais je trouvais ça normal. Et là, aujourd'hui, c'est lui qui fait la démarche de venir me féliciter et de me dire tiens, Julien, c'est bien ce que tu as fait. Là, c'est dommage, mais tout le reste, c'était vachement bien. Et ben, mine de rien, ça a commencé. Du coup, je suis resté au Brésil. Et j'ai fait des allers-retours. Je te vois plus, Julien. La Attends, caméra s'est voilà, c'est coupée. bon Ah, là. ça y est. Voilà. Ok. Et je suis resté au Brésil et après, je faisais Ouais. des allers-retours. Et on a fait ça en permanence, comme ça, jusqu'en 2005, 2006, 2007. Parce que je fais les Brasileiros aussi en 2007. Je fais les Worlds l'année suivante. Je fais les Brasileiros en 2007. J'enchaîne sur les compétitions en fait au Brésil, beaucoup. Donc je fais des allers-retours en France pour remettre à jour mon visa, repartir, rester 3 mois, repartir. Et Yes. toujours en m'entraînant là-bas entre Rio et Belo Horizonte. Dans cette première expérience au Brésil que tu décris, je trouve il y a vraiment une dimension très martiale, un peu samouraï, où tu vois, on t'accueille, famille et tout ça, mais quand même il y a ce cours-là où on te dit non, ça c'est pour les grands garçons, regarde. Puis petit à petit, tu fais tes preuves en combat et tu accèdes à un nouveau niveau, tu vois, on t'ouvre de nouvelles portes et on te met à l'épreuve comme ça. Mais le plaisir, il est dans l'attente et dans la conquête. Hmm.
En fait, si, je veux certainement pas faire le vieux con aujourd'hui, disant qu'aujourd'hui, ils se rendent pas compte, aujourd'hui les jeunes, on a tous été jeunes de quelqu'un. Ouais. Donc c'est pas mon rôle de faire ça. Mais juste, moi, ce que j'explique surtout à mes gars, c'est la dopamine immédiate et l'accès immédiatement à tout, c'est Mhm. pas forcément bon. Mhm. Il y a des fois, en fait, aller conquérir quelque chose, aller le chercher, patienter pour l'avoir, devoir batailler un peu, bah, ça donne du plaisir quand on l'a. Et on le Ouais. chérit beaucoup plus parce qu'on sait quelle valeur il a. Ouais. On a Est-ce du que temps. c'est est-ce que c'est pas pour ça qu'on aime autant aussi le jujitsu? Parce que le jujitsu, la récompense, elle est rarement immédiate, quoi. Oui. Ah oui, Tu oui. vois? Elle est rarement immédiate et elle te demande beaucoup de souffrance, elle te demande beaucoup, on dit souvent du sang, de la sueur et des larmes, mais elle Mhm. t'en demande beaucoup. Mais en même temps, quand tu l'as, tu sais, on parlait de jeux vidéo, c'est comme quoi. Moi, je suis pas un gros joueur de jeux vidéo, mais je vois mes enfants aujourd'hui, tu vois. Quand tu débloques un niveau, alors que tu as galéré sur ce niveau pendant des jours ou des semaines, d'un seul coup, tu es content, tu vois. Tu as fait ce qu'il fallait pour l'avoir, tu t'es fier de toi. Et en Jiu-Jitsu, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. J'ai dû aller débloquer des niveaux les uns après les autres, que ce Mhm. soit sur moi-même ou que ce soit techniquement. Ouais. Et du coup, ça m'a vraiment apporté énormément de satisfaction et j'étais content d'avoir ça. Ouais. Et T'as je l'ai parlé chéri d'autant plus. Ouais. T'as parlé de sang, de sueur et de larmes. Bon, la sueur, je pense, voilà, c'est quasiment à chaque entraînement. Le sang, bon, ça arrive de temps en temps, on se met un petit pet. T'as déjà pleuré à cause du jujitsu? Que Oui, ça bien soit sûr. de joie, de peine, de rire. Ah oui, plein de fois, Ouais. j'ai pas de honte à le dire. Euh, j'ai pleuré de joie sur certaines victoires. Mhm. Euh, j'ai pleuré de déception Mhm. parce que j'étais hyper préparé, j'avais l'impression d'avoir tout bien fait et pourtant, ben, ça n'a pas été dans le sens où je voulais, donc je me suis beaucoup remis en question et je m'en voulais. Euh, j'ai pleuré aussi de rage dans certains cas parce que je savais qu'en fait, j'arrivais pas à trouver une solution, j'arrivais pas à faire ce qu'il fallait. Et je tournais autour d'un truc, mais j'arrivais pas à craquer le sujet, tu vois. Oui, bien sûr, mais de toute façon, à un moment donné, tu vas tellement loin physiquement, mentalement, dans la recherche de ce que tu veux, que tu passes par tout un tas d'émotions. Ouais, c'est Et des émotions très fortes, quoi. c'est des émotions très fortes. Tu as un roller coaster permanent, en fait. Et je Mhm. pense qu'à un moment donné, une des principales choses, c'est de l'accepter. Mhm. Tu vois, faut pas chercher à l'enfuir ou à le bloquer, parce qu'il faut que tu l'acceptes. Tu vas tellement te chercher tellement loin certaines choses. Une année, je suis descendu de catégorie. Physiquement, j'étais tellement dans le dur à cause de la perte de poids, à cause des entraînements et tout ça, que ouais, il y a des jours, mais j'en pouvais plus, quoi, tu vois, physiquement. Et j'en pleurais de rage parce que j'avais faim, j'arrivais plus à m'entraîner correctement. Mhm. Il y a des jours, tu as envie de tout envoyer dans un mur et de dire j'arrête. Et finalement, bah, le lendemain, tu as ton kimono sur le dos et tu y es encore, quoi. Ouais, il y a un moment où vraiment t'as vraiment sérieusement pensé à tourner le dos au sol au jujitsu? Une fois. Ouais. Une fois, je rentre en France, j'avais sorti des Worlds, donc je prends ma ceinture violette. Le maître m'appelle, bah, tu vois, tiens, pas pleurer. Bah, pleurer, je peux te dire qu'à chaque ceinture, j'ai dû verser ma larme. D'ailleurs, c'était ma blague de speech il y a 2 semaines sur quand j'ai été intronisé au Legacy Awards et tout ça. C'est de dire aujourd'hui, je vais essayer de pas pleurer, tu vois. Mais donc je prends ma ceinture des mains du maître. Je me souviendrai toujours que le maître m'appelle. Allez, viens ici, mon fils, viens chercher ta ceinture. Il me voyait tous les jours sur le tapis, un vrai rat de tatami, tu vois. Mhm. Et donc il me remet ma violette. Je rentre en France et en fait j'ai pris le melon, je pense à ce moment-là. J'ai pris un peu la grosse tête. J'arrive en France en me disant ah mais les gars, le niveau en France, voilà quoi. Après ce que j'ai vécu là, ce que je vais retrouver ici, et c'était mais tellement bête, rien que de le Mhm. dire, j'en ai honte, tu vois. Mhm. Mais j'ai fait ça, j'ai été ce gars-là qui est revenu, qui touchait plus terre et qui pensait que maintenant tout lui était dû et que de toute façon, vu ce qu'il avait vu à l'étranger, ce qu'il allait découvrir en France, il allait même pas lui donner l'heure. Et je me suis pris une grosse baffe technique où j'arrivais plus à rien envoyer, je me mettais la pression tout seul, j'étais pas concentré dans ce que je faisais, j'étais vraiment pas bien mentalement et techniquement. Et un jour, je me souviens très bien, je m'étais un peu embrouillé avec mon prof sur ça et j'ai mis mon kimono dans un sac poubelle. Et j'ai fait, vas-y, c'est fini. Tu vois. Et j'ai laissé le sac 2 jours devant la porte. Et 3 jours plus tard, j'y suis retourné. Tu vois, ça me manquait tellement que voilà. Et franchement, ça m'a fait du bien de prendre cette baffe et d'être au bord de la rupture parce que ça m'a montré que déjà j'aimais ça profondément, que c'est une partie intégrante de moi-même et que je me vois pas aujourd'hui pas tourner. Et d'ailleurs, moi,
chaque fois que j'ai eu des blessures ou autres, c'est une des premières questions que je pose à chaque fois au médecin, c'est ok, mais je reviens quand? Tu vois? Et surtout, j'ai aussi eu cette révélation, une sorte de gain de maturité, de me dire, ok, gars, détends-toi, hein. T'es ceinture violette, t'es rien. T'as gagné une médaille, mais le plus dur, c'est pas de la gagner parce que mon prof m'a toujours dit, au moment où t'es champion, le lendemain, tu l'es déjà plus. Il faut que tu ailles conquérir le nouveau. Ça y est, il y a déjà quelqu'un qui est sur ton dos en train d'essayer de récupérer ton titre ou ta médaille. Donc ça y est, maintenant, t'as savouré, il faut y retourner. Et donc finalement, ça m'a vraiment fait gagner en maturité en me disant que on faisait un sport qui était quand même une niche, que de deux, gagner, tu gagnes pas tout seul, donc ça sert à rien de pas donner l'heure aux autres parce que c'est grâce à eux que tu es là. Et ça, il faut jamais l'oublier. Et surtout, que le plaisir, il est dans la conquête, il est dans la suite. Et une fois que tu as bien célébré, ça sert à rien de te reposer sur ce que tu as, mais va plutôt chercher la suite. Et la suite, parfois, c'est juste du plaisir à l'entraînement, c'est aider les autres, c'est avancer, mais va chercher la suite. Commence pas en fait à prendre la grosse tête, parce qu'encore une fois, ça t'aide vraiment pas. On sent bien dans ton récit là comment le Jiu-Jitsu il a forgé ton caractère, ton identité, il t'a aidé à développer de la détermination, de la persévérance, de l'humilité aussi au moment où voilà, tu as dû y faire face. Ça a vraiment participé à forger qui tu es, et ta personnalité, ton caractère, quoi. Totalement. Totalement. Je pense que ça m'a modifié sur beaucoup de choses. Tu sais, on dit qu'il y a des traits profonds de caractère qui sont durs à modifier, mais que tu peux les faire évoluer. Tu vois, on va pas aller chercher trop loin, mais dans ton cerveau reptilien, on sait très bien que tu as des gens qui vont freezer, qui vont fuir ou qui vont attaquer. C'est difficile, quelqu'un qui est habitué à fuir, de le rendre attaquant du jour au lendemain. Mais moi, je suis convaincu que le jiu-jitsu, ça m'a beaucoup aidé à ça. À aller chercher des traits profonds de mon caractère et à les faire évoluer et à me montrer que tu pouvais en fait devenir résilient, tu pouvais accepter des choses, le tout c'était de te relever à chaque fois, c'était d'aller chercher des solutions et pas te focaliser sur les problèmes, d'aller chercher l'ouverture au lieu de te focaliser sur la fermeture, d'essayer de te souvenir aussi que c'est un sport individuel certes mais qu'il est collectif et que tu as besoin des autres et que ton ego t'aide pas et que il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut pas d'ego, c'est pas vrai, on a tous de l'ego, on fait de la compétition. Et à un moment donné, il faut pas se mentir non plus. C'est comme je te disais tout à l'heure, il faut pas se retenir d'avoir des émotions, il faut pas se mentir non plus. On a de l'ego. On est tout sportif qui se respecte a de l'ego, et je pense que dans une discipline comme la nôtre, on en a beaucoup. Mais il faut que tu l'utilises à bon escient et qui te ferme pas de porte et qui ne t'empêche pas d'accéder à certaines choses. Il faut en faire un allié plutôt qu'un Exactement. adversaire, ouais, s'en servir, parce qu'en effet, il est là, il est présent, il faut réussir peut-être à le tempérer, à s'en servir de Totalement. Et faut de ça, bonne il faut façon. bien. Mais ça, moi, je suis content d'avoir traversé ça, tu vois. Je suis content d'avoir galéré en ceinture bleue. Je suis content de m'être pris une grosse baffe en ceinture violette. Je suis content d'avoir accédé étape par étape à certains cours, parce que sinon, si ça avait été beaucoup trop vite, si j'avais pas eu tous ces problèmes-là, je les aurais peut-être eu en tant qu'adulte, en tant que ceinture noire. Tu vois. Ouais, Et ça m'a beaucoup aidé en fait dans mes ceintures, dans mon évolution, à me remettre en question. Tu vois, ma première année de marron. Pareil, je sors des Brasileiros, je fais une bonne perf. J'ai une ceinture violette pas géniale, mais je prends un titre de vice-champion d'Europe. C'est pas extra, mais voilà. Et je prends ma marron, je me fais déboîter au Brasileiro. Euh, et derrière, en World, ça se passe pas hyper bien, tu vois. J'étais pas super bien physiquement, machin. Et en fait, d'avoir vécu tout ça, ça m'a permis de me remettre en question, de me remettre à travailler, de retravailler sur mes fondamentaux, aller chercher en fait dans mes fondamentaux et dans ma zone de confort de quoi l'étendre et aller chercher plus loin. Et je fais une deuxième année de ceinture marron, mais je prends quasiment tout, tu vois. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé. Ouais, je pense qu'on est nombreux à avoir ressenti ça à un moment donné du parcours, certains plus tôt, certains plus tard, tu vois. Moi, pour parler de mon cas, aujourd'hui, je suis bloqué au premier niveau, tu vois. Et, euh, et l'ego, c'est vrai que ça vient le titiller, parce que tu vois, dans mon cas, j'ai toujours eu beaucoup de facilité dans tous les sports que j'ai fait. J'ai beaucoup gagné en foot, en rugby, en athlétisme, toujours été dans les équipes, toujours été choisi, tout ça. J'ai démarré le JJB à 29-30 ans, ça a été tout l'inverse. Tout l'inverse. Je me suis mangé le sol. Tu vois, c'est pour ça que je rebaptise ce podcast aussi le goût du sol, tu vois. Parce que comme tu le dis, bon, une fois que tu t'es mangé le sol, après, c'est à toi de t'en servir pour te relever. Tu sais, T'appuyer dessus pour te relever. quand tu touches le fond de la piscine, le plus important, c'est comment tu vas rebondir, hein. Mm. Sinon, tu coules.
Donc c'est comment tu vas rebondir pour absolument repartir et regravir les échelons les uns après les autres et te reconstruire. Et finalement, tu as presque du plaisir à le faire parce que tu te rends compte que bah, tu peux être fier de toi après. Tu vois, je l'ai fait. Mm. Tu vois, Mm. ah ça, je l'ai fait. C'était pas gagné, mais je l'ai fait. J'ai eu la force de caractère. J'ai été chercher les ressources techniques, physiques, émotionnelles pour aller le faire. J'ai su m'entourer des bonnes personnes pour ça. Et voilà. Et en fait, ça t'apporte beaucoup de fierté, en fait. Et c'est ce qui fait que derrière, tu peux d'autant plus savourer. Mm. C'est clair. Ouais, Mais le ça premier apporte une. niveau, moi, le meilleur conseil que je pourrais te donner sur le premier niveau, c'est prends du plaisir. Mhm. Va chercher le plaisir. Va chercher les petites victoires du quotidien. Tu sais. Encore une fois, c'est ce que tu disais. Aujourd'hui, je tape pas. Aujourd'hui, je travaille sur mes positions. Aujourd'hui, j'adapte ça. Tiens, aujourd'hui, ça s'est bien passé. Et puis petit à petit, une victoire après l'autre, même si elles sont petites, une victoire après l'autre, tu te rends compte que sans t'en rendre compte, bah, aujourd'hui, c'est toi qui fais taper les autres. Mm. Ouais, ouais, petit à petit. On a parlé des difficultés en JJB. Ce qui m'intéresserait de savoir aussi, parce que on entend beaucoup de témoignages dans ce sens, c'est est-ce que tu te souviens d'un moment où peut-être ça allait mal ailleurs dans ta vie, ça allait mal dans ta vie, mais où tu t'es servi du jujitsu et c'est le jujitsu qui t'a permis de continuer à avancer, de garder l'équilibre, de garder la tête hors de l'eau, tu vois? Ah, mais plein, Ouais. plein, plein, plein. Et que ça soit 15 ans en arrière, comme encore aujourd'hui récemment ou autre. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des blessures, j'ai eu des soucis perso, on a tous eu des galères avec une ex Mhm. ou autre, des galères familiales, des galères de boulot, tu vois, des choses comme ça. Et en plus, ce qui est génial, c'est que généralement, quand on a une qui arrive, elles arrivent toutes ensemble. Tu Ouais. vois, faudrait quand même pas que ce soit trop simple. C'est-à-dire que quand on mange une, t'en manges deux, trois en même temps, comme ça, tout Mhm. vient avec. Et finalement, ton cours du soir ou ta préparation de compète, c'est un peu ton échappatoire, c'est le truc qui fait que tu peux couper. Ce qui est intéressant dans le jiu-jitsu, c'est que de toute façon, si tu coupes pas, ton entraînement il est dégueulasse. C'est-à-dire que si tu es obligé de couper, tu es obligé de te concentrer sur ce que tu fais, tu es obligé de faire attention, tu es obligé de te donner à 100% pendant ton cours, et que tu le veuilles ou non, à un moment donné, de toute façon, tu vas couper. Tu veux dire laisser Ouais, l'extérieur laisser quand l'extérieur. tu rentres sur le tapis. Ouais. Tu es obligé de tout laisser à l'extérieur et de te concentrer sur ce que tu fais. Et Mhm. derrière, indirectement, ça te permet d'avoir une sorte de bulle pendant 1 heure, 2 heures où tu penses qu'à ça. Mhm. Tu penses qu'à ça, tu prends une montée d'endorphine, tu commences à avoir un peu toute l'excitation qui vient avec et tu sors de ça et tu te sens mieux. Tu te fais rattraper après, mais tu as eu cette espèce de montée pendant, tu vois, Mhm. 1 heure ou 2 où tu t'es senti revivre et tout va mieux. Et finalement, après, tu la cherches. Et tu sais que tu as un échappatoire là, en fait. Et tu sais que quoi qu'il se passe à côté, tu as un moment où tu vas pouvoir laisser ça de côté. Et petit à petit, en fait, les choses se résolvent les unes après les autres, et puis tu te raccroches toujours à ça, et puis au bout d'un moment, les choses reprennent leur chemin à côté, et puis tu y retournes. Mais oui, on a tous eu des moments où, encore une fois, on a eu des problèmes perso, familiaux, financiers, travail, ce que tu veux. Et c'est ça qui fait que tu attends ce moment-là, en fait. Ça te donne une sorte, tu sais, c'est un peu comme, tiens, aujourd'hui c'est férié, t'as des gens, ils bossent, ils bossent, ils bossent, et ils disent, ah mais jeudi prochain c'est férié, je vais avoir un week-end de 4 jours. Mhm. Tu vois, toute proportion gardée, c'est un peu ça. J'ai une sorte de petit espoir qui arrive quelque part, qui fait que je vais pouvoir me raccrocher à ça et je vais avoir un moment cool dans cette tempête. Mhm. Ok, donc ça a vraiment été un pilier dans ces moments-là pour toi, quoi. Ah, totalement, ça fait aujourd'hui, je te dis, moi j'ai commencé 2003, on est en 2025, donc ça fait 22, 23 ans que je fais ça. Et 23 ans, 23 ans dans la même académie, et 23 ans que ça m'aide beaucoup au quotidien. Ouais. Pour revenir un peu sur le parcours en compétition et peut-être aussi sur l'aspect mental, préparation mentale qui nous intéresse, toi, de ton expérience, c'est quoi le facteur mental qui fait la différence en compétition de JJB, quoi, qui te permet vraiment d'optimiser tes performances, de passer un cap? En fait, on dit qu'il y a deux types de sportifs. T'as des sportifs, tu sais, moi j'ai beaucoup lu, et j'aime bien moi lire les biographies de sportifs et tout ça. Ouais, j'aime Et beaucoup aussi. tu voyages beaucoup, tu lis beaucoup. Ouais. Donc, je lis beaucoup de polars aussi à côté, parce que des thrillers, ça me permet de sortir un peu. Mais Mhm. globalement, la lecture, ça m'aide beaucoup. D'ailleurs, c'est une passion que je partage avec Roger. Ok. Avec Roger, Ah on ouais? s'est beaucoup retrouvé là-dessus, sur la lecture, sur tout ça. Et avec Nicolas Hott aussi, tiens, on échange souvent Mhm. des bouquins avec Nicolas Hott. Récemment encore, il me conseille des bouquins. Et, euh, et en fait, tu as deux catégories de sportifs. Tu as des sportifs en fait, qui arrivent à rentrer dans le flow en permanence. Ouais. Tu prends Federer, Djokovic, Nadal.
Tu vois, ils avaient un point commun, c'est qu'ils arrivaient, en fait, ils rentrent en tournoi, ils sont dans un flow en permanence. Ils arrivent tout le temps. Ils rentrent sur Mhm. le tournoi, ils ont des marqueurs, des encreurs qui font qu'immédiatement, ils sont dans le flow et le tournoi se déroule. Mhm. Et tu as des sportifs qui ont un flow, mais discontinu. C'est-à-dire Mhm. qu'ils arrivent à rentrer parfois, et Mhm. parfois ils n'y arrivent pas. Mhm. Ce qui fait que leurs performances sont aussi, du coup, discontinues. Ils Ouais. ont des hauts, des bas. Mhm. Parfois ils surperforment, parfois ils sous-performent parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans cet état mental. Ok. Et moi, je me suis rendu compte au cours de ma carrière, et j'avais beaucoup travaillé avec un préparateur mental à l'époque qui s'appelait Benjamin. Ok. Et Benjamin, il m'avait beaucoup dit, la première chose qu'il faut que tu te dises, c'est que tu apprennes que tu ne peux pas tout contrôler. Mhm. Ouais. Il y a des choses qui sont de ton fait et des choses qui ne sont pas de ton fait. Il Mhm. faut que tu l'acceptes parce que moi, je suis croyant, et il me dit, ne pas accepter, c'est un blasphème. Ouais. Dire que techniquement, tu ne peux pas tout contrôler. Et ça, c'est le premier travail que tu dois faire sur toi. La deuxième chose, il me dit, c'était de bloquer les pensées négatives. Dès que tu sens que tu as un doute, une pensée qui arrive dans ta tête, ah mais peut-être qu'il est plus fort, peut-être que je vais perdre. Oh, mais t'as vu, être capable de dire non, stop, bloque-les. Les laisse Mhm. pas commencer à germer dans ta tête et à t'atteindre. Bloque-les tout de suite. Et puis après, essaie d'aller chercher le flow, essaie de trouver ce qui fait que tu arrives à rentrer dans le flow et pas rentrer dans le flow. Et moi, je sais que toutes les meilleures performances que j'ai eues, c'est quand j'arrivais à rentrer dans le flow. Et je peux quasiment te dire dès mon entrée dans le gymnase si je vais l'être ou pas. Juste en termes de sensations Ouais, physiques. je peux te dire que aujourd'hui, je vais l'être. Ok. Et je vais enchaîner. Tu vois. Et ça, parce qu'en fait, j'ai réussi maintenant à trouver comment dire, les critères, les petits symptômes, tu vois, les petits marqueurs qui font que je sais qu'aujourd'hui, ça va bien se passer. Mais est-ce que tu as réussi à trouver aussi les facteurs qui t'aident à aller Et dans... petit à petit, j'ai réussi à déterminer les facteurs et j'essaie d'arriver maintenant à les mettre en Ok. place. Ça marche pas tout le temps. C'est Ouais. pas vrai, c'est pas une science exacte. Ouais. Mais de plus en plus, j'arrive à les mettre en place et à rentrer, et à rentrer, et à rentrer. Il y a Mhm. encore des choses, moi, qui peuvent me faire sortir. Ça, je le sais. Mais globalement, je sais que quand je rentre, je peux rentrer et je peux arriver à rentrer ça. J'ai pas le flow continu comme un Federer. Je Mhm. suis encore sur courant alternatif dans certains cas. Mais petit à petit, je repense à tout ce que me disait Benjamin à l'époque. Et je fais ça, ouais. Bloque les pensées négatives. Apprends, en fait, que tu ne peux pas tout contrôler. Et essaie d'aller chercher tes encreurs pour aller chercher le flow. Mhm. Ouais. Tu vois, il y a un exercice que je fais souvent avec les athlètes, les combattants que j'accompagne, c'est je leur demande de faire un gros rond sur leur feuille. À l'intérieur du rond, de noter tout ce qui est en leur pouvoir, ce sur quoi ils peuvent Mhm. avoir du contrôle en compétition, et à l'extérieur du rond, tout ce sur quoi ils n'ont pas de contrôle. Et Et c'est dur, ensuite, hein. l'idée, ouais, parce que surtout, souvent, on fait que la moitié de la démarche, c'est-à-dire on dit, bon voilà, il faut vraiment que tu te concentres sur tout ce qui est à l'intérieur du rond et ce sur quoi tu as un contrôle. Mais il faut aussi que tu apprennes à lâcher prise sur le reste. Parce que Mhm. c'est bien de dire, j'ai pas de contrôle sur le résultat, sur l'arbitre. Mais réussir à lâcher prise et à que ça t'impacte plus, c'est une autre démarche, quoi. Ouais, c'est dur parce que toi, tu te prépares en fait en essayant de maximiser tout. Tu sais, moi, je me prépare en maximisant ma nutrition, ma préparation physique, mes entraînements, mon hydratation, mon sommeil. Tu vois, moi, je suis très très porté sur la data et sur la collecte d'informations, tu sais, de gains marginaux et d'aller chercher tout ce qu'il faut pour performer. Et malgré tout, il faut que tu acceptes que t'as une dimension que tu contrôles pas. Mm. C'est dur à accepter. Qu'est-ce que tu recommanderais, toi, du coup, à un combattant qui veut réussir ses compétitions, performer? J'ai pas envie d'aller jusqu'à dire gagner, parce que voilà, on vient de dire que c'est pas toujours notre contrôle, mais déjà performer, pouvoir faire la meilleure performance possible et vraiment donner le meilleur de lui-même. Qu'est-ce que tu lui recommanderais? Bien s'entourer. Hmm. Ouais. Bien s'entourer. Les bons partenaires d'entraînement, les bons coachs, les bons préparateurs physiques, le bon nutritionniste si tu as besoin, tu vois. Et savoir un truc, c'est que comment dire, il faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. C'est pas parce que je sais faire des pâtes que je suis nutritionniste. C'est pas parce que j'ai lu deux trucs de préparation mentale et que j'ai été suivi ou que j'écoute des podcasts que je suis préparateur mental. Tu vois, c'est pas parce que je sais faire un développé couché que je suis préparateur physique. Ouais. C'est des métiers. C'est très vrai ce que tu dis. C'est la différence entre avoir des connaissances et des compétences, quoi. C'est des métiers à part entière et il faut aller voir les personnes qui sont compétentes pour ça Hmm. et qu'elles t'accompagnent. Et c'est pas un problème de dire que tu sais pas. Tu vois, il y a aucun mal à te dire que tu sais pas faire un programme de préparation physique. Ouais. C'est pas un sujet, c'est un job. Tu vois, et Ouais. le Ouais. type, il a passé ses diplômes. Moi, j'ai un préparateur physique que je salue qui s'appelle Laurent, qui me suit depuis des années et des années et des années. Il m'a réparé de blessures incroyables.
il bosse avec mon kiné. Tu vois, François Maubert, que je salue aussi, il est en relation avec lui. À chaque fois que j'ai un sujet, ils sont en relation tous les deux. Et il me dit souvent, ton préparateur, il fait très bien le taf. Il connaît bien en fait les fonctions moteurs et autres. Et donc, du coup, ça fonctionne. Un Ouais. préparateur mental, c'est pas un problème d'avoir un préparateur mental. C'est sous-estimé et sous-utilisé. Mhm. Mais c'est important. Il y a plein de sujets que tu peux pas craquer toi-même en fait. Et tu sais, c'est le principe de la folie chez Einstein, c'est de penser qu'avec des causes similaires, on va avoir des conséquences différentes. Mhm. Quand tu te rends compte qu'il y a un sujet, il faut trouver comment le craquer en fait. Et souvent, c'est aussi en te faisant accompagner. Mhm. Ouais, Donc pour moi, c'est l'environnement qui fait souvent la réussite entre un bon sportif, entre un sportif qui performe et un sportif qui n'y arrive pas. C'est parce que son environnement n'est pas adéquat. ouais. Je pense que tu mets le doigt sur quelque chose de vraiment important, le fait de bien s'entourer, de créer des connexions dans cet entourage, encore mieux pour que tout fonctionne en synergie pour t'accompagner et faire la différence entre avoir des connaissances et des compétences. Ça m'amène à soulever un sujet. Justement, je suis curieux d'avoir ton avis. C'est pas parce qu'on est bon en jujitsu qu'on est bon à enseigner et transmettre le jujitsu. Qu'est-ce que tu en To- penses de ça? Totalement. Complètement. Hmm. Un bon compétiteur ne fait pas forcément un bon prof. Un bon prof n'a pas forcément été un bon compétiteur. Tu prends un des meilleurs profs à la Gracie Barra à l'époque et qui est maintenant à sa propre académie, qui s'appelle Zé Radiola. Zé n'a pas fait de compète. Hmm. Et John pour, Danaher n'a jamais fait non plus. tu vois, et pourtant, ils ont tous formé des champions. Hmm. Et enfin, ils ont le curriculum vitae qui va avec. Tu vois. A contrario, tu as des très bons compétiteurs qui ont formé des très bons athlètes. Ouais, Brolio et Victor Estima, qui sont mes mentors, bon bah voilà, on peut rien dire, ils sont tous les deux Hall of Fame à l'IBJJF, et en plus, ils ont aujourd'hui une pelletée d'athlètes qui performent, et ils ont su leur transmettre en fait techniquement ce qu'il fallait. Mais l'un n'est pas automatique avec l'autre. ouais. Et je pense que ça c'est très important de se le dire, il y a des très très bons compétiteurs qui ont un jeu qui est très bien développé pour eux, mais qui ne savent pas le verbaliser et l'appliquer. Et il y a des très bons profs qui ont très bien compris la différence entre le pourquoi et le comment, et qui savent s'adapter en fait Hmm. individuellement, et qui savent appliquer, qui savent développer et développer des personnes en même temps qui vont développer des sportifs pour la compréhension. Ouais, Et ça, c'est pas donné à tout le monde. ouais. Et tu vois, moi, bon, c'est mon parti pris et j'en discutais avec certains amis, même avec certains amis qui sont coachs et tout ça. Moi, étant ceinture blanche et étant nouveau dans le sport, je me garde toujours de donner le moindre conseil, même à un ceinture blanche qui me demande. Je dis, t'as une question, il y a un coach, demande. Et en même temps, peut-être que je me prive aussi de quelque chose. Je me garde toujours d'écouter les conseils qui me sont donnés par exemple, les ceintures blanches, tu vois. Je sais pas si c'est une bonne, mais c'est en tout cas moi ce qui me permet aujourd'hui de dire, ok, il y a un référent, j'essaie d'écouter ce son de cloche là, et tu vois, de faire le tri un petit peu. En fait, c'est ça, il faut être capable de faire le tri. Il faut être capable de faire le tri. Parce qu'un ceinture blanche, en plus aujourd'hui c'est encore plus vrai, mais un ceinture blanche qui aurait par exemple un gros background en lutte, il est peut-être capable de t'expliquer qu'il faut mettre la lead leg comme ça, la power leg comme ça, ou ta main comme ça, tu vois. Ouais. Il peut avoir un background qui fasse que un ceinture blanche qui a fait beaucoup de judo, il peut peut-être t'expliquer que ton pied en première intention ou deuxième intention, tu dois le mettre comme ça. Donc tu vois, pour moi, c'est plus une question, c'est du cas par cas, il faut faire le tri. Hmm. Après, c'est sûr qu'un ceinture blanche qui vient t'expliquer, qu'il a regardé sur Instagram un buggy choke, Ouais. il est peut-être vrai qu'il serait intéressant de le renvoyer vers un coach. Ouais, mais j'ai un ami, lui, qui m'avait sorti un argument que je trouvais très juste. C'était que, par exemple, pendant le cours, on prend le cadre du cours. En fait, le prof qui est ceinture noire, on va dire, explique quelque chose, explique une technique. Mais lui, ça fait très longtemps qu'il n'a pas été ceinture blanche. Et tu vois un camarade ceinture blanche qui ne comprend pas vraiment. Et toi, en tant que ceinture blanche, tu vas utiliser des mots qui vont lui permettre finalement de comprendre un petit peu mieux le truc, tu vois. Un Je trouve message que ça ait du partage. sens. Je partage pas pour ça sur ce sujet, mais c'est pour ça que nous on a une répartition des programmes par niveau. Ok. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que je me souviens quelques années en arrière, je discute avec Victor Estima et je dis ouais, mais bon, tu vois le programme des ceintures blanches, le GB1 chez nous, le programme fondamental, ça, cette position, bon, ok, elle fonctionne comme ça, mais dans la réalité, en face, le mec va faire ça, 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 et c'est plus difficile à mettre en place. Et il m'avait arrêté en me disant, souviens-toi que le programme ne s'adresse pas à toi, Hmm. il s'adresse à une ceinture blanche. Ok. Ce que tu lui racontes sur la deuxième et troisième intention, il ne le sait pas. Hmm. Il faut d'abord que tu l'aides à construire sa boîte à outils. Après, tu vas l'aider à la ranger. Et après, tu vas la développer. Ok. Mais pour l'instant, il a besoin de riz et de haricots. Hmm. Il lui Hmm. faut des fondamentaux, il lui faut des positions basiques qui vont être la fondation.
Il n'y a pas très longtemps, j'étais avec Pedro Marino et il disait un truc très juste. Il fait, on construit des maisons aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique, mais toutes ont une fondation. Mhm. Et le plus important, c'est comment est-ce qu'on va gérer la fondation. Et après, tu vas pouvoir développer les choses. Donc je suis d'accord avec toi, le discours qu'on doit tenir, nous en tant que ceinture noire, on doit aussi s'adapter à ça. Il faut qu'on soit tout à fait capable de s'adapter à une ceinture blanche en lui expliquant des choses simples, intelligibles et basiques. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, sa capacité technique, elle est limitée. Et donc si tu vas trop loin dans ce que tu lui expliques, tu vas te faire plaisir à toi, mais tu ne seras pas capable en fait de transmettre. Ouais, Et ok. pour une bonne communication, il faut un émetteur et un récepteur. Et parfois, l'émetteur, il est tout aussi flou que le récepteur ne capte pas. Mhm. Ouais. On est passé d'un sujet à l'autre et c'est génial, hein, c'est vraiment le but du podcast. Juste pour reprendre, donc tu disais, si tu veux réussir tes compétitions, entoure-toi de gens Mm. compétents. C'est vraiment le plus important. Entoure-toi de gens compétents c'est comme tes sparring. Tu spares pas de la même façon à 2 mois d'une compétition, à 3 semaines d'une compétition ou la semaine de la compétition. Tu vois, Ouais. hier, je disais à mes ceintures blanches, je leur disais, la semaine prochaine, il est champion de France les 14 et 15 Mhm. juin. La semaine prochaine, on va rentrer sur la dernière semaine où je vais envoyer des grosses séances avant de rentrer en deload. Les faire descendre légèrement pour pas qu'ils fassent trop de, qu'ils soient fatigués, qu'ils accumulent. C'est typiquement le genre de séance où vous allez être important pour les grader. Parce qu'ils vont faire du volume entre eux, mais après, ils vont avoir besoin de maintenir la machine sans trop en faire. Et vous allez beaucoup les aider à ça, en faisant attention à eux pour pas les blesser, parce que c'est aussi un risque, et ça, il faut faire très attention à quel type de ceinture blanche, ceinture bleue tu Mhm. utilises, entre guillemets, mais vous avez votre rôle à ça, parce que on va travailler sur de la haute intensité, mais pas forcément sur des choses très marquantes physiques. Ok, ouais. Ça, c'est le rôle du leader aussi, du coup, de mettre en place le cadre, l'environnement qui va être propice à la Tu mets progression. en place le cadre et t'impliques tout le monde. Mhm. Et ça, c'est Ouais, un speech que je vais leur faire en permanence, mais vous allez vous briller en compétition, parce que vos potes à l'entraînement, ils ont fait le sacrifice de s'entraîner pour vous et avec vous. ouais, ouais. Et ne les oubliez pas quand vous serez sur le podium. Mhm. Parce que vous ne seriez pas sur le podium si eux n'étaient pas là. Ouais. Ouais, on combat seul, mais on se prépare en équipe, quoi. Ouais. Ce que je dis tout le temps. Ensemble, seul, on est une goutte d'eau, mais ensemble, on est un océan. Mhm. Et c'est important, en fait, pour eux. Top, top. Je voulais parler un petit peu aussi d'entrepreneuriat, puisque toi, t'es aussi entrepreneur, dans le sens où tu entreprends plein de choses et tu as des entreprises. Et on entend souvent, et je vois, enfin même le GJB finalement a été créé par des entrepreneurs. Les Gracie, c'est un peu des entrepreneurs, des businessmen, quoi. Totalement. Quand on voit l'ampleur que ça prend aussi à Abu Dhabi, la DCC, on a l'impression qu'il y a une espèce de lien qui se fait naturellement entre l'esprit d'entreprise et le Jiu-Jitsu. À quoi tu l'associes, toi, ça? Bah après, l'entrepreneuriat, si tu veux, il est aussi lié au fait que nous, on est bercé dans un environnement français qui est très porté sur l'associatif. Ouais. Donc, on a un peu moins cette perception qui est très ouverte à l'étranger que, bah, en fait, c'est un business. Mais il faut pas le voir. Et c'est ça où l'ambiguïté en France, elle est négative. C'est qu'on voit la notion sport versus business. Mhm. Mais non, le sport est un business. En soi, pour avoir des locaux, pour pouvoir avoir un personnel qualifié, compétent, formé, disponible, il faut en fait que ça soit une entreprise et qu'il y ait quelque chose qui soit structuré. C'est plus dans sa notion structurante, dans sa notion de développement qu'il faut le voir. Et c'est un vrai sujet dans le Jiu-Jitsu parce qu'en fait, c'est historiquement, ça a été fait comme ça a été fait sur une notion d'expansion et de développement. Mais en fait, si tu veux, t'es pas forcément formé toi en tant que gradé à être entrepreneur. C'est-à-dire Mhm. que la logique des choses fait que tu grimpes dans une académie, au bout d'un moment, tu as pris des compétences, il est temps pour toi de t'envoler de tes propres ailes et soit tu continues à travailler avec ton prof pendant des années, et moi je trouve ça très bien, soit tu vas monter ta propre structure. Mais ta propre structure, ça veut dire qu'il faut que tu entreprennes. Et pour entreprendre, là on parle plus de tapis. Mhm. On parle de comment je mets en place un cadre pour que mes futurs élèves et mes adhérents ils soient bien. Et pour ça, j'ai besoin de locaux, j'ai besoin de programmes, j'ai besoin d'avoir un personnel compétent et formé, j'ai besoin d'avoir un maximum de sécurité et de santé et d'entretien, j'ai besoin d'avoir plein de facteurs autour qui font que ton environnement il est propice en fait à la performance. Et ça, on ne te forme pas à ça. Ouais. Comment offrir le meilleur service possible, Exactement. c'est ça, hein. Tu vois, et comment sortir de oh là là, c'est du business, c'est mal, et pour en arriver à au contraire, c'est parce que c'est du business que c'est intéressant.
Et c'est parce que c'est du business qu'on peut avoir quelque chose de bien. Le mot en lui-même n'est pas un gros mot, en fait. Ouais, Et c'est ça qui est souvent mal perçu. Et moi, c'est pour ça que je suis hyper heureux d'être au sein de la Gracie Barra pour ça, parce que nous, on est formés pour ça. ouais. Très tôt, C'est on te forme génial. en fait à l'entrepreneuriat. On t'explique qu'il faut que tu fasses attention à plein de facteurs. Tu vois, la semaine dernière au Portugal, une des principales thématiques des colloques qu'on avait, c'était le harcèlement. Comment faire attention au harcèlement et comment tu dois réagir si tu as demain un prof qui a une attitude incorrecte. Tu vois, comment tu peux Mm. prévenir le harcèlement, comment tu peux faire en sorte de faire attention à la santé et à la sécurité de tes adhérents et de tes élèves, que ce soit dans l'environnement mais aussi au sein des programmes. Qu'est-ce que tu dois faire si toutefois il y a un sujet, il y a eu un problème, comment tu dois les encadrer. Tu vois, il y a plein de sujets comme ça pour nous, c'est un truc qui est hyper important. Ouais, ouais. Et comment tu développes en fait, et encore une fois, comment à la fin, ton élève qui lui vient pour s'entraîner et prendre du plaisir, il soit pas préoccupé par le reste. Il n'est pas Mm. préoccupé parce que le gymnase il n'est pas ouvert par un gardien qui fait le pont. Il n'est Mm. pas préoccupé parce qu'il y a une grève et que du coup tu es fermé. Il n'est pas préoccupé parce que les tapis sont jamais nettoyés et qu'il a peur de choper un staff. Non, Mm. justement, toi tu le préserves de ça. Ouais, en fait, je pense que beaucoup de gens confondent et pensent que business, entrepreneuriat, ils l'associent à comment faire le maximum d'argent possible, alors que c'est avant tout comment offrir le meilleur service possible. Exactement. Si ta réflexion c'est comment faire le maximum d'argent possible, tu t'es trompé de pays. Hmm. Faut aller aux États-Unis, ça que tu dis ou... Mais je dis pas aux États-Unis, tu en as plein d'autres. Hein. Tu sais, Ouais, tu peux t'exporter. Moi, tous mes potes là qui sont en train de partir au Middle East, ils sont très heureux. ok. Mais finalement, si ton but, finalement, ça vient dans un second temps. D'abord, il faut réfléchir à comment offrir le meilleur service Exactement. possible. Ça, en Et... fait, le côté financier, c'est du long terme. Hmm. C'est d'abord, à court terme, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de structure et beaucoup de compréhension de ton environnement. À moyen terme, c'est comment j'offre un environnement qui soit adéquat, sécurisant, avec la bonne gestion technique, mais aussi la bonne question de sécurité. Et à long terme, tout ça, ça aura comme fruit et comme outcome, pardon, ça aura justement le côté financier. Ouais, Mais ok. le côté financier, c'est l'arbre que tu cueilles. Mhm. Mais pour cueillir un fruit pardon, sur un arbre, autant pour moi, il faut d'abord que tu aies planté, que tu aies fait pousser et que tu aies fait grandir. T'es pris soin du sol et que tu l'aies Exactement. arrosé. Ouais, ouais. Tu sais, mais il y a aussi beaucoup de parallèles, notamment les Gracie, ils le font, entre certains concepts du jujitsu, du sol, de la lutte, et de l'entrepreneuriat. Tu sais, les effets de levier, les effets de Hmm. timing. Est-ce que c'est un peu tiré par les cheveux, tu trouves, ou est-ce que vraiment tu arrives à voir comment certaines compétences, choses que tu as découvertes en faisant du jiu-jitsu, bah, tu peux les transposer dans l'entrepreneuriat ou d'ailleurs dans d'autres aspects de ta vie? Ah, mais je peux t'en donner trois immédiates. La résilience. Ouais. Si t'es pas résilient, oublie l'entrepreneuriat. Mhm. La capacité à prendre du recul. Ok. Tu sais, en jujitsu, on dit souvent que pour sortir d'une clé de bras, il faut rentrer dedans puis après sortir. Pour certaines positions, il faut sortir pour re-rentrer. Tu vois, il y a une notion de distance. Ouais. Savoir prendre la bonne distance pour avoir une bonne vision. Tu vois, je suis sur une garde, je dois d'abord en sortir pour ensuite la passer. Ok. Eh ben, mine de rien, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Il y a plein de situations, il faut que tu t'extrais de la situation pour avoir le recul nécessaire pour choisir la bonne option. Et la capacité à travailler en première et en deuxième intention. Avoir une chose, mais tu sais très bien que ça va te déclencher en fait un autre levier ailleurs. Tu vois, tout ça, c'est des petites choses en fait que tu peux au quotidien retranscrire du jiu-jitsu que tu peux retranscrire dans ton environnement. Et Ok. ta capacité à jamais abandonner. Ouais. Tant que l'arbitre il a pas dit fin ou que t'as pas tapé, c'est pas fini. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est un truc, je trouve, qui est beau dans le jiu-jitsu, c'est que tu peux être mené 20-0 et quand même renverser le Ouais. match à la dernière seconde. Ce qui en foot ou même en rugby est impossible, quoi. Moi, je prends souvent cet exemple sur les gars en ce moment, c'est Adam Warmzinski pardon, contre Felipe Andrew, Pan American l'année dernière. Adam, il est mené 11-0 à une minute de la fin. Ok. Et il gagne Il gagne d'un finalement avantage. avec un avantage? Ah, Un il avant. remonte au point même? Ouais. Et il gagne d'un Ok. avantage. Ok. C'est le combat de l'année IBJJF l'année dernière. Alors, Adam, c'est un très bon ami à moi et c'est un gars génial accessoirement. Ouais. Mais il a une capacité à ne jamais, jamais, jamais lâcher. Ouais. Ouais. C'est vrai, il y a un passage qui est issu, je sais pas si c'est de cette compétition ou des Européens, que moi j'envoie régulièrement à certains combattants que j'accompagne. C'est le passage dans lequel il dit, en fait, on voit à quel point justement il arrive à se détacher de l'enjeu.
Il s'en fout si c'est les championnats du monde. Il dit combat après combat, grippe après grippe, action après action. Chaque seconde, chaque minute, je suis concentré et j'essaye de, de, de faire du jiu-jitsu, quoi. Ah, mais Indépendamment si c'est... c'est comme ça que tu prépares tes compétiteurs aussi. Tu leur dis comment tu vas aller jusqu'au tapis. Quel est le premier pas que tu vas faire sur le tapis? Ton premier grip, ta première action, ta première tentative. Aller structurer une étape après l'autre. Ouais. Et pas penser qu'à la finalisation à la fin. La finalisation, je dis tout le temps, tu mets n'importe quelle ceinture blanche dans le dos de n'importe qui, tu lui demandes d'envoyer un rear neck choke alors que les bras sont déjà enclenchés, il va te soumettre. Le plus important, c'est le chemin. C'est comment j'y suis allé. Ouais. Et souvent, en compétition, on se fait avoir par les paillettes, le but et la finalité. Et du coup, on perd de vue ce chemin-là, quoi. Complètement. Complètement. On se focalise souvent sur des choses qui sont futiles parce que le plus important, c'est comment je structure. Tu vois, c'est la démarche. Et surtout, pourquoi je le fais. Moi, c'est un leitmotiv pour moi. Je le dis tout le temps à mes gars et aux filles. C'est moi, si je ne sais pas pourquoi je fais quelque chose, je ne le fais pas. Le sens que tu mets derrière. J'ai besoin de mettre du sens dans chacun de mes mouvements. Si je ne sais pas pourquoi je mets la main dans le col, je ne le fais pas. Ouais. C'est parce que je vais faire quelque chose, je vais en faire quelque chose que je mets la main dans un col. Si j'ai pas une raison, hors de question que je te donne ma main. Ouais, et ça nous ramène à une notion aussi de la préparation mentale qui est le sens que tu donnes à ta présence en compétition. Au-delà de juste gagner une médaille. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie, quoi? Et fais-le pour toi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Quand tu trouves des réponses à ça, tout de suite, ta présence, elle est différente. Et ça se reflète dans ta façon d'être et donc dans ta performance, je pense. Et tout ça, ça peut retranscrire ta question, c'est pourquoi j'entreprends. Ouais, aussi. Tu vois, est-ce que j'entreprends pour les bonnes raisons? Est-ce que j'entreprends d'ouvrir une académie pour faire comme tout le monde? Ou est-ce que c'est parce que foncièrement, je pense que je peux faire quelque chose d'intéressant, que je peux créer un environnement, que j'ai quelque chose à donner et à transmettre, et que j'aimerais avoir ce cocon pour pouvoir le faire? J'ai une vision claire sur ce que je veux. Si je le fais pour faire comme tout le monde, en me disant juste à la fin, je vais faire de l'oseille, tu t'es trompé de métier. Ouais. Et c'est quoi, selon toi, le truc que tout le monde pense vrai dans le JJB, mais avec lequel toi, tu n'es pas d'accord? Oh, il y en a beaucoup. Ouais. Après, c'est générationnel, c'est conjoncturel, c'est ce que tu veux. Mais ne serait-ce que moi, si tu veux, un truc fondamental avec lequel je suis pas d'accord, c'est que moi, je pense qu'une académie, tu y trouves ce que tu y apportes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis toujours un peu circonspect des mercatos dans les académies, tu vois, des changements d'académie en permanence. Parce que dans le fond, encore une fois, c'est aussi à toi de faire en sorte que petit à petit, tu puisses y trouver ce que tu y cherches et d'aller y apporter les éléments complémentaires s'il le faut. Et souvent, les gens dans le jiu-jitsu, ils disent oh, je suis pas bien à tel endroit, je me casse, je vais ailleurs. Ok, mais est-ce que tu penses pas que finalement ailleurs, tu vas avoir le même problème parce que tu seras insatisfait de ce qu'on ne t'apporte pas, alors que tu ne cherches pas à y apporter quoi que ce soit toi-même? Ok. Et qu'on soit un compétiteur de haut niveau ou Oui. un... Parce qu'un compétiteur de haut niveau, tu vois, par exemple, moi je suis assez pote avec Gutenberg. Et Gutenberg, aujourd'hui, il est chez Aoji. Mais ça n'empêche pas que 3 fois par semaine, il va prendre des cours de judo à la Meraki avec Jason Hunt parce qu'il a besoin de travailler son judo. Mais il est toujours à la Meraki. Il est toujours chez Aoji. Il apporte juste cet élément en plus qui lui manquait, en bonne intelligence avec tout le monde. Et il n'est pas obligé de tourner le dos à des gens en se disant de toute façon c'est mieux ailleurs. Oui, Parce qu'il ne je vais trouvera dans pas une 100%. académie qui propose des cours de judo, quoi. Ouais. Par exemple. Ouais. Tu vois, c'est à un moment donné, il faut juste arriver à picorer ce dont tu as besoin et le faire intelligemment et toujours se souvenir que le chemin en jiu-jitsu, c'est une aventure humaine aussi. Et ça, les gens ont tendance parfois un peu à l'oublier. Ouais, c'est... Ah ouais, tu trouves que les gens ont tendance à l'oublier? Oui. Ah ouais? Oui. Ah, au profit de quoi? Au profit d'une aventure individuelle. Ok. Et qu'à un moment donné, tu vas te retrouver, ta carrière sera derrière toi, tout le monde t'aura oublié, parce que ça faut pas l'oublier non plus. C'est qu'aujourd'hui, tu vois, moi, je fais un stage avec un tel ou un tel, et tu as encore des gens qui me disent qui c'est. Parce qu'en fait, on est dans une discipline, dans un environnement très versatile où tu es Hall of Fame un jour, mais le lendemain, finalement, on a un peu oublié ce que tu avais fait, on a un peu oublié qui t'étais. Je peux te citer tous les prospects français d'il y a 15 ans. Aujourd'hui, ça parlera à personne. Alors que si tu as réussi à garder cet environnement, on te dira, ah, mais oui, il s'entraîne à tel endroit, il avait tel prof. Tu vois, on a encore ce côté collectif et cette aventure. Ok. Ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier non plus. Qu'on ne s'est pas construit seul et qu'il ne faut pas à un moment donné. Et la légende qui veut qu'à un moment donné, on avance seul, elle est fausse.
Ouais, ouais. Ok. Donc toi, tu recommandes ça, l'aventure humaine, le fait d'avoir un esprit d'équipe Oui, fort et de se concentrer là-dessus. ouais. C'est ce qui fait que tu avances en fait. C'est ce qui fait que quand t'es pas bien, t'as pas envie de t'entraîner à 7h du matin. Tu vois, moi je donne les cours de 7h du matin. Ouais. Franchement, me lever à 5h30, 6h tous les matins pour donner des cours, c'est pas ma passion. J'y vais parce que tous les matins quand je me lève, je sais que j'ai un groupe de gars et des filles. J'ai pas mal de filles le matin aussi. Et en fait, ils sont là, ils sont contents d'être là. Et il y a un groupe qui s'entraîne ensemble. Et en fait, il y a un truc qui s'est créé. Et ça leur fait plaisir d'être sur le tapis. Et moi, du coup, bah, je suis content de les retrouver. Yes, yes. Ça dépasse juste Ouais. ton Du propre coup, ça besoin. fait que quand mon réveil il sonne et que je suis là, ah, j'aimerais bien dormir 1 heure de plus, je me dis, ouais, mais non, mais en fait, je suis hyper content d'être avec eux. Ouais. Je vais faire de la prépa tous les matins. Je pourrais te dire, je vais faire de la prépa que pour moi parce que je vais combattre et parce que j'en ai besoin physiquement pour ci, pour ci, pour ça. Et parce que la prépa, ça ne passionne personne de faire du squat tous les jours et du développé couché. C'est pas vrai. Mais j'y vais aussi parce que mon préparateur physique, c'est un mec super cool et que j'aime bien discuter avec lui. Que les autres gars qui sont là, Fodé, Hicham, et même les autres élèves qui font la prépa en même temps que moi, ils sont cool. Je suis content de passer un moment avec eux, à discuter avec eux et que bah, ça me sort en fait de juste faire de la prépa pour de la prépa. J'y pense d'ailleurs parce que j'ai vu ça, je crois. Tu fais de la prépa avec un grand maître d'échecs, Oui, non? Yes. ouais, Eh bien, Max. il fait du jujitsu un peu ou pas? Non, 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 il a pas pas le du tout. temps. Ouais, Il a pas le ouais, temps. Moi, je le croise 2, 3 fois par semaine à la prépa. Je suis d'ailleurs, ouais. il avait un tournoi ce week-end. Ok. Je crois qu'il a perdu en finale à vérifier, mais c'est ce qu'on m'a dit hier. Mais ouais, Yes. Maxime, c'est un mec super. Génial, Bah, à part qu'il génial. soit supporter de Lyon, le reste, il est super. On peut pas être parfait. On peut pas être bon partout, hein. Euh, je vois l'heure qui tourne, là on avance, j'ai tellement de questions. Mais c'est passionnant, merci déjà pour tous ces échanges-là. Toi aujourd'hui, t'en es où dans ta pratique du Jiu-Jitsu? Qu'est-ce que tu cherches, sur quoi tu travailles, t'en es où quoi? Écoute, moi, j'ai plusieurs axes. Comme je te le disais en intro, moi, je suis aussi dans une vision de donner en retour. Je sais tout ce que le Jiu-Jitsu m'a apporté. Et au début de ma carrière, quand j'ai été amené à coacher et donner des cours, c'était un peu tôt. Donc, si tu veux, les premières années en tant que prof ou en tant que coach, je faisais ça, mais je me concentrais aussi beaucoup sur moi-même et c'était un à côté. Au fur et à mesure des années, j'ai pris quasiment plus et autant de plaisir à coacher qu'à combattre. Hmm. Et à encadrer les gars, et à passer du temps avec eux, à les voir grandir. Et je suis plus stressé maintenant quand eux combattent que quand c'est moi. Aujourd'hui, t'as mis de côté l'aspect compétition pour l'instant pour toi? Alors moi j'ai eu une sale blessure l'année dernière. En fait, Ok, si tu veux, j'ai pas assez écouté mon corps. Et un jour mon médecin m'a dit quand t'écoutes pas ton corps crier, chuchoter, tu vas l'entendre crier. ouais, Ça va pas loupé. Je je me suis connais ça. explosé le genou, voilà, comme ça tout le monde le saura. Et du coup j'ai fait une très 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 grosse saison. On est donc en 2023. Mhm. J'ai pris les France, je suis allé combattre partout, j'ai gagné beaucoup de tournois. Voilà, je me suis vraiment fait plaisir cette saison-là. Je suis allé au World Nogi, enfin bref, j'ai fait tout ce que je faisais pas d'habitude. J'ai pris les Europes en gi, en nogi, enfin voilà. Mais mon genou m'a rappelé à l'ordre. Et du coup, j'ai eu 1 an et demi de pause là où Ok, impossible de concrètement ouais. pouvoir combattre. Hmm. Là, ça a l'air d'aller beaucoup mieux d'après les médecins. Moi-même, j'ai beaucoup moins de douleurs fantômes, et on pourra en parler en préparation mentale. Mais un des plus gros freins aussi pour moi pour retourner à la compétition, c'est la peur d'avoir de nouveaux mal. L'appréhension, ouais. Beaucoup d'appréhension sur ça. C'est que à l'entraînement ça va, mais j'ai toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit fais attention parce que là ça pique quoi, tu vois. Hmm. Et du coup, ben j'ai mis beaucoup l'accent sur le coaching des gars, Ok, tu yes. vois. Et donc moi je me prépare encore pour aller combattre cet été à Las Vegas au championnat du monde, mais World tu vois, Master, ouais, au World Master. cool. Mais je vais faire maintenant peut-être 2 compètes par an. Ok. Je suis passé d'une année où je pouvais faire, j'ai fait plus de 40 combats il y a 2 ans. Tu vois, où là, je vais me faire 2 tournois gentiment pour continuer à faire un peu de plaisir, à avoir un peu de plaisir, parce que moi, ce qui me motive aussi beaucoup à combattre, c'est la montée d'adrénaline en fait avant le combat. C'est Hmm. ce petit pic où tu es dans la zone d'échauffement et justement C'est tu te demandes unique. mais pourquoi je suis là? C'est un saut en parachute. Ouais, c'est unique comme Tu vois, sensation, quoi. tu as des doutes, t'as pas envie. Je sais que tu as beaucoup de gens. Un jour, je faisais une table ronde, il y avait Anissa Mexen et Cyril Diabaté, on parlait à des enfants à Chatou. Et eux, ils disaient, moi, c'est ce qui m'angoisse le plus. Moi, je disais, moi, c'est ce qui me fait plus kiffer. Hmm. Bizarrement, c'est parce que c'est le moment Ouais. où, quand tu l'as dépassé, tu te dis, je l'ai fait. Ouais, mais c'est ça aussi que je le dis souvent à ceux qui viennent me voir et qui me disent ah, mais en compétition, j'ai beaucoup d'adrénaline, beaucoup de stress et tout. Je dis mais est-ce que c'est pas un petit peu pour ça que tu le fais? Parce que c'est quelque chose que tu peux ressentir nulle part ailleurs dans ta vie. Faut que tu arrives à l'apprécier, ça, à embrasser toute l'expérience de Complètement. la compétition.
Ça n'a pas de prix. Honnêtement, c'est un shoot que tu prends nulle part ailleurs. C'est même quasiment dangereux dans la mesure où c'est une montée que tu recherches à un moment donné. Mhm. Mhm. Tu sais, tu as des gars qui sont accros au saut en parachute, d'autres qui vont être accros à certaines montées d'adrénaline. Moi, c'est ça. Quand je combats, j'ai une montée d'un seul coup qui fait que tu as les pupilles qui se dilatent et là, tu vois les choses différemment. Enfin, c'est un peu surréaliste, mais c'est une vraie recherche pour moi. Ouais. Donc ça, pour moi, je l'ai mis un peu plus de côté et là, je vais le retrouver cet été, donc je suis content. Ok. Et d'ailleurs, ça me permet de retrouver des sensations à l'entraînement. Ouais. Tu vois, où en fait, quand tu t'entraînes et que tu combats pas, quand tu as été habitué à beaucoup combattre, tu fais peut-être pas ce sixième round que tu ferais d'habitude. Tu vois, tu vas faire quelques tours avec tes gars, tu te marres avec eux, tu es content, tu les laisses travailler, donc tu te mets aussi dans des situations où tu les laisses beaucoup bosser. Mais tu sors de là, bon voilà, t'éprouves beaucoup de plaisir pour eux, mais toi, intrinsèquement, si t'es un peu égoïste, t'en as un peu moins. Mhm. Quand tu recommences à te motiver pour faire de la compète, ben tu vois, hier j'étais fatigué après un certain nombre de tours, je m'en suis encore imposé deux de plus. Et Mhm. ben, j'étais fier de moi à la fin en me disant je les ai faits. Ouais. Et petit à petit tu les fais, et petit à petit tu t'envoies, tu vois. Et en plus, même eux finalement tu te rends compte qu'ils sont contents parce que ça te permet de tourner plus avec eux et de t'entraîner plus avec eux. Et moi je m'entraîne avec tout niveau. Mhm. Je m'entraîne autant avec mes ceintures bleues qu'avec mes plus gradés. Mhm. Quand je vais m'entraîner avec mes ceintures bleues, je vais peut-être me laisser prendre le dos, me laisser prendre dans des situations vraiment pourries pour m'obliger à travailler. Quand j'étais avec mes plus gradés, je vais un peu plus imposer mon jeu et aller chercher des choses. Mais je considère que chacun d'entre eux, ils ont un truc à m'apporter. Donc voilà, moi je me situe aujourd'hui un peu comme ça. Si tu veux, je suis sur une fin de carrière perso douce, où je vais aller chercher encore quelques sensations et me marrer encore un peu. Ouais. Et puis je me concentre aussi beaucoup sur eux Ouais. et pour les faire monter, pour les faire grandir. Et je sais qu'une génération à faire grandir, ça se fait pas en un an, ça prend du temps. Ouais. Donc je passe beaucoup de temps avec eux à vraiment travailler sur les cours et sur les programmes pour qu'ils puissent grandir. Mhm. Mhm. Et puis après, je t'avoue, comme j'ai aussi la satisfaction de tout ce que je fais en MMA à côté, Ouais. bah, mine de rien, ça compense largement aussi tout ça. Donc ça va, Yes. je suis plutôt bien dans mes baskets par rapport à ça. Ouais, pour développer sur le coaching, parce que j'ai une question là-dessus, et j'en profite, je fais une petite parenthèse pour saluer un petit peu toute la bande de Gracie Barra avec qui j'échange régulièrement, qui je pense écoute le podcast, qui en tout cas suivent ce que je peux faire sur Instagram. Donc Alexandre Lacharme qui m'a vivement recommandé d'enregistrer le podcast avec toi, Céline, Boubou, Yévin, Ouais. ils se reconnaîtront, ils sont super, et donc je les remercie d'être à l'écoute de suivre le Alex, projet. des histoires rocambolesques sur lui, je peux t'en raconter, hein. On en a fait des Ouais, voyages, hein. ouais, ça a l'air. Sur le coaching, et je vois que toi, Julien, tu utilises beaucoup l'écriture, que ça soit Ouais. pour tes chroniques, t'écris, t'as tes petits cahiers, même dans les coachings, on voit que t'écris, tu schématises des choses sur les Ouais. tableaux. Est-ce que tu peux nous parler, voilà, de ce processus d'écriture et comment peut-être il t'aide à structurer ta pensée et ton coaching? C'est En un fait, outil super intéressant, je trouve. c'est lié à plusieurs choses, mais qui sont liées aussi à mon background et à mon passé. Moi, comme je te l'ai dit, mon premier métier, c'est d'être architecte. J'ai un DPLG. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à l'école à écrire des mémoires et à dessiner. Ouais, Et donc, j'ai gardé ce côté, j'ai besoin de faire des croquis et de schématiser. ouais. Tu vois, moi, j'ai besoin de dessiner des arborescences, tu vois, de schématiser les choses et de les mettre à plat pour pouvoir les expliquer. Après, moi, j'ai beaucoup lu aussi que, en fait, tu utilisais des zones de ton cerveau totalement différentes quand tu écrivais. Et je crois que tu utilises 14 zones supplémentaires, en fait, et 14 Hmm, points différents quand tu te mets à écrire. Moi, j'ai une mémoire visuelle. mhm, J'ai beaucoup besoin de visualiser les choses et de les voir. Donc, le fait de dessiner, le fait de regarder, le fait d'écrire, ça me permet en fait de beaucoup travailler là-dessus et de pouvoir parfois mettre à plat des systèmes que tu vas essayer de verbaliser mais qui sont pas tout le temps très clairs. Tu vois, t'as beau essayer de simplifier ton discours et d'aller au plus basique, il y a des fois des choses qui sont pas forcément évidentes, mais mhm. en les schématisant ou en les écrivant, tu peux permettre aussi aux autres de pouvoir derrière voir un peu ce qui peut se passer après, même s'ils n'ont pas besoin tout de suite. Ouais, ouais. Et Tu vois. dans le jiu-jitsu, on voit bien comment ça te sert dans le coaching, j'imagine. Exactement. Moi, je sais que je dessine, j'ai mis des tableaux Velleda dans toutes mes salles. Et je passe mon temps à écrire, à écrire, à écrire, à dessiner et à leur montrer un peu comment on peut faire ça, aller chercher les lignes. C'est des discours et c'est aussi des échanges que j'ai beaucoup avec, notamment en MMA, avec Johnny Frachet ou des gars, Ok. ou Nicolas, on parlait de Nicolas tout à l'heure, mais sur les lignes, sur le travail de John Danner, travaille beaucoup en ligne, Ouais. sur aller structurer en fait les lignes prioritaires, lignes de centre, lignes de dos, les hanches, et Mhm. d'expliquer en fait. Moi, j'aime beaucoup travailler sur l'anatomie, Ouais. expliquer pourquoi est-ce qu'on va travailler en fait sur telle ou telle zone du corps, la schématiser par rapport au levier. Enfin voilà. Donc ouais, moi Ok. j'écris beaucoup, je dessine beaucoup, je lis beaucoup,
Et ça me fait du bien parce que ça me permet vraiment de pouvoir structurer à la fois mon discours et aussi de me rendre compte immédiatement s'il est clair et intelligible pour les gars. Ouais. Ouais, ça rajoute. On peut trouver que ça fait un petit peu scolaire comme ça, le Oui, coach de Jiu-Jitsu qui ramène son tableau, mais c'est complémentaire, c'est pas que du totalement, tableau, tu vois. C'est totalement. comme si un prof d'école, lui, se mettrait aussi à faire de la pratique et de l'exercice dans Ouais. son cours, quoi. Tu sais, moi j'étais très marqué par une formation qu'on avait sur les cours enfants à la Gracie Barra, Mhm. où l'intervenant nous disait, tu peux pas donner un cours enfant de la même façon à tous les enfants. Tu as des enfants, ils ont besoin que tu fasses avec eux. Tu as des enfants, ils ont besoin que tu leur montres. Tu as des enfants, ils ont besoin que tu les connectes. Tu leur mets la main sur l'épaule pendant que tu leur parles, sinon leur attention, elle disparaît. Tu vois. Et je pense que c'est pareil pour les adultes. Il n'y a pas un vecteur unique de transmission. Tu as des adultes, tu as besoin de faire avec eux. Tu as des adultes, tu as besoin de leur dessiner le schéma. Tu as des adultes, tu as besoin de leur montrer la position. T'en as, tu vas avoir besoin de beaucoup répéter, d'autres beaucoup moins. Et en fait, notre rôle, c'est aussi de trouver la clé d'entrée. Mhm. Quelle clé d'entrée je vais avoir pour telle personne? Comment est-ce que lui fonctionne? Et d'aller craquer ça pour l'aider en fait à se développer. Mhm. Top, top. Euh, Julien, est-ce que je peux poser une question ici dans le podcast, Vas-y. mais à laquelle tu vas répondre dans la foire aux questions de cet après-midi dans Mandal, parce qu'elle est en lien avec le MMA, et comme ça, les gens qui écoutent ce podcast iront écouter le replay de Mandal. Est-ce que Vas-y. ça te dit? Allez, je t'écoute. Euh, Suite au Grand Slam de Michael Galvao, il y a un Oui. documentaire qui est sorti, je sais pas si tu as vu, sur leur chaîne BJJ College, Ouais. et qui retrace tout le Grand Slam de Galvao. Ouais. Et le documentaire se finit sur une évocation d'une possible transition de Michael Galvao vers le MMA. Il Uh-huh. est avec des mecs du MMA, et je veux savoir, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que Michael Galvao peut aller vers le MMA? Qu'est-ce que ça donnerait s'il se tourne vers le MMA? Tu vois, donc si jamais tu veux répondre à cette question dans l'émission et avec tes confrères, ça m'intéresserait de Allez. savoir votre avis. Allez, si tu veux, j'y réponds. J'ai mon point de vue sur la question et si tu veux, ouais, je la glisse là. On en parle. Ok, cool. Donc si vous voulez écouter la réponse à cette question, il faudra voir le replay du jeudi 29 mai de l'émission Mandal. C'est sur Winamax, c'est ça? Elle est sur la chaîne YouTube de Winamax, ouais. Sur YouTube, voilà, Sur exactement. Twitch et sur YouTube, ouais. Top. Mais moi, je me pose cette question, tu vois, et comme je suis pas du tout trop dans le MMA, je sais pas trop quoi en penser, mais tu vois, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez dans Mandal. Mais globalement, c'est intéressant parce qu'au-delà du Kamika Galvan, le cas du Jiu-Jitsu versus le MMA, Yes. il est, euh, il est beaucoup moins évident qu'il y a quelques années. Ouais. Moi, quand j'ai commencé, je me souviens très bien, je prends le podium des Worlds en marron et on me dit tout de suite, bon, bah maintenant, il faut que tu ailles faire du MMA. Ok. Tu vois? Et parce que tu faisais pas d'argent en Jiu-Jitsu. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Un Oui. Gordon, il fait 2 millions par an. Ouais. Il Ouais. n'a pas besoin d'aller se faire casser la gueule, hein, excuse-moi d'expression, mais en MMA ou quoi que ce soit, sauf s'il en a envie. Tu Mhm. vois? Mhm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette nécessité d'aller vers le MMA. Tu vas vers le MMA parce que tu en as envie. Ouais. Bia Mesquita, en ce moment, elle va bientôt combattre la ceinture pour le LFA. Pour la ceinture au LFA, elle a envie de le faire. Mackenzie Dern, elle avait envie de le faire. Mais c'est une volonté. Ouais. Tu vois, on n'aura plus ce problème. Là, je vais parler qu'aux anciens, mais à l'époque où Nino Chambry, qui est pour moi une légende absolue du Jiu-Jitsu, avait dû aller vers le MMA pour briller, faire de l'argent, et s'est rendu compte qu'au premier coup de poing, c'était pas fait pour lui. Ouais. Mais avant, c'était une évidence. Tu performais en jiu-jitsu, hop. Bah, on me disait, écoute, tu dois aller faire les tests pour le MMA. Il faut que Mhm. tu y ailles, parce que mine de rien, aujourd'hui, si tu veux commencer à aller dans une grosse orga, faire un peu d'argent, il n'y avait pas tous les. Et je te parle de ça 10-12 ans en arrière. C'est pas... Ouais. Moi, j'ai pris ma ceinture noire en 2009, donc J'avais même entendu que pour être ceinture noire au Brésil, il fallait avoir fait un combat de MMA dans certaines académies. pas chez Ça, nous. Après, moi, ouais. j'ai ça pour le coup, pas chez nous. Après, peut-être, là, pour le coup, je pourrais pas te répondre. Mais c'est comme la légende qui dit qu'il faut fouetter les gens après avoir pris leur ceinture. Tu sais, Ouais, on sait ça pas fait d'où ça partie des sort. légendes, ça. Mais non, en tout cas, pas chez nous à l'époque. Mais Ok. c'est vrai que c'était un vecteur. On te le Ouais. disait. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu as envie de combattre? Moi, quand j'étais, je me souviens très bien, je discutais avec Babalou, avec tous ces gars-là. Ils disaient, mais oui, c'est Ouais. intéressant. À tel et tel endroit, tu peux prendre ça, tu peux prendre tant de sous, c'est pas mal. Ok. Mais peut-être parce que dans la genèse aussi, l'origine du jiu-jitsu brésilien, des Gracie, il y a cette dimension Complètement. self-défense où on se bagarre, donc ça se Ah, prête bien au MMA. totalement. Totalement. Le jiu-jitsu de compétition, il est très très jeune en fait dans le Ouais. jiu-jitsu. Hmm. Avant toute chose, le jiu-jitsu, ça a été de la self et après du MMA. Ouais. Le loisir, ça a 25-30 ans. Hmm. Hmm. Et c'est Tu fou vois? comment ça se développe vite, hein. Et le niveau qui monte et tout, non? Ah, c'est dingue à quel point ça se développe vite. Moi, je trouve ça hyper intéressant de voir à quel point ça peut apporter aux gens. Ouais.
Tu vois, les gens commencent à se rendre compte que le jiu-jitsu, oui, c'est dur. Oui, ça a été longtemps promu comme un sport un peu élitiste parce qu'il y avait cette fameuse légende qui dit que 3% des ceintures blanches deviendront un jour ceintures noires, mais que tout le monde peut trouver quelque chose pour lui dans le jiu-jitsu. Tu peux y trouver des gens qui viennent juste pour transpirer, perdre du poids. Tu peux y trouver des gens qui ont besoin de prendre confiance en eux, des gens qui ont besoin de travailler sur certaines formes de corps et des postures, de la coordination. Tu vois, j'écoutais Diabaté l'autre jour, je crois que c'était dans un autre podcast, qui parlait d'un cours qu'ils avaient donné avec Lionel Brézéfin, où il faisait faire des shrimp, des crevettes, à des étudiants, enfin des gamins, et ils étaient étonnés de voir qu'ils n'y arrivaient pas. Moi, je donne des cours de jiu-jitsu à Sciences Po. Mhm. Je vois à quel point, en termes de coordination, ça les aide. Mhm. Tu vois, tu démarres avec quelqu'un à qui tu dis lève le bras gauche, il te lève la jambe droite. Et à la fin, il est capable de sortir les hanches en 10-12 séances et de commencer à mieux se déplacer, mieux sentir son corps, dissocier les hanches des épaules sur les mouvements. Enfin, tu vois, c'est des choses qui sont. On ne te demande pas d'être un champion dans certains cas, mais des choses simples de ta vie où bah, tu vas mieux gainer. Le jiu-jitsu, c'est un sport de gainage. Moins de problèmes de dos parce que Mhm. tu gagnes plus. Tu vois, on oublie tout le temps qu'en fait, il y a des choses aussi pour les gens de tous les jours qui Ouais. sont très simples mais qui apportent. Tu vas être plus confiant, tu vas avoir. Tu vois, moi, ça m'a. Je dis tout le temps, quand on me demande qu'est-ce que ça t'a apporté le jiu-jitsu, j'ai visité 54 pays, j'ai appris 4 langues. Déjà, ouais. Sans Donc, parler, tu vois, de je sais me défendre ou quoi. Non, c'est j'ai humainement. visité plein de pays, je connais plein d'endroits, j'ai rencontré des tonnes de gens que j'aurais jamais fait sans ça. Hmm. Tu vois, je vais même pas te parler de médailles, de compétition, de quoi que ce soit, dans la mesure où, encore une fois, je suis convaincu et conscient du fait que c'est totalement versatile. Ouais. Tout le monde aura oublié. T'as mes trois quarts des élèves de mon académie qui savent même pas ce que j'ai fait en termes de parcours sportif. Et en disant ça, je leur en ai même pas parlé. Hmm. Tu vois, parce que c'est pas ça pour moi le plus important. Hmm. Le plus important, c'est qu'est-ce que ça va t'apporter. Et parfois, c'est des choses très simples. Tu vois, Ouais. Alex, ça lui a permis de se sentir bien. Hmm. Ça a été un échappatoire pour lui dans des périodes difficiles. Ça lui a permis de se sentir mieux dans ses baskets. Ça lui a permis peut-être de s'assumer, de mieux entreprendre dans Mhm. certains cas. T'as des gens qui vont se sentir, ils vont rejoindre un groupe et ça leur permet de mieux exister parce qu'ils se sentent plus seuls. Tu vois, ils ont ce côté social. Le jiu-jitsu, c'est un sport social. Ouais. Tous les jours, en fait, ils vont retrouver un groupe de personnes avec qui ils vont se marrer. L'aspect communautaire, ouais, il est Ouais, souvent invoqué comme étant quelque chose qui plaît aux gens vraiment. Ouais. tu vois, c'est un sport de, je te disais, c'est un sport de gainage. C'est un sport où tu vas peut-être réguler un peu ton alimentation parce que tu vas te rendre compte que si tu bouffes n'importe quoi, tu vas avoir une sale séance. Et peut-être qu'indirectement, tu vois, moi, ça m'a rendu végétarien, mais peut-être qu'il y a des gens, ça les envoie un peu moins dans les fast-foods. J'en Hmm. sais rien, mais même si moi j'ai un élève qui me dit, grâce à ça, je me tape pas 3 grecs par semaine, mais c'est bête, mais c'est déjà un quick win. Ouais. Non, mais c'est clair, les vertus du sol et du jujitsu sont insoupçonnées et inestimables. Je le vois tous les jours aussi en allant dans plein d'académies, en échangeant avec les gens dans le podcast et tout ça. Donc, top. Je trouve que c'est une belle façon de conclure sur ce bel épisode. Je suis obligé de te remercier, Julien. Vraiment, merci d'avoir pris ce temps pour partager ton Tout le plaisir parcours est pour et moi. Je te l'avais tout ça. promis depuis longtemps, on l'a décalé plein de fois par ma faute, donc c'est un Ah, grand plaisir et c'est partagé. c'est quand c'était le bon moment, c'était là, maintenant. Euh, Qu'est-ce que on peut te retrouver donc sur l'émission Mandal, Ouais, c'est ça? maintenant Bon, on est là, 2 fois par semaine, sur le lundi et le jeudi à 15h sur la Wina TV et globalement sur YouTube. où vous parlez de MMA. Où on parle principalement de MMA, ouais, et ça Yes. c'est cool parce que moi c'est un domaine que j'aime beaucoup et j'ai beaucoup d'affection pour les mecs que j'entraîne. Là j'ai Oussama qui combat la semaine prochaine au Lions en Suisse, qui est une Mhm. orga qui essaie de se redévelopper, qui essaie de repartir, donc je suis très excité à l'idée de faire ça avec lui et avec eux. Mais globalement, moi, j'adore en fait passer du temps avec les gars que j'entraîne, que ce soit Romain Debienne, Nora. Quand j'ai un Nora, de temps en temps, Cornol un peu avec moi. Et je me suis fait plein de potes, j'ai plein d'amitié là-dedans. Et je salue Hugo Vidal au passage. Mhm. Parce que Hugo, je passe des super moments. Tu vois, avec Hugo, on fait les formations et les passages de grade pour la fédération de MMA. Ouais. Donc tu vois, le MMA, c'est un milieu que j'aime beaucoup. Ouais. Yes. Top. On peut te retrouver aussi dans les académies Gracie Barra à Paris. Ouais, Si les gens veulent passer, ils envoient un message peut-être. ils peuvent Comment? tout. Alors, je suis super facile à joindre parce que je me fais un devoir de répondre à tous mes DM. Donc, Ok. ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez me joindre sur mon Insta ou sur l'Insta des académies. Moi, j'ai 3 gyms aujourd'hui. J'ai la Gracie Bravo Girard qui est dans le 15e. J'ai Place de Clichy, 18e. Et Porte de Champéret, 17e. Et j'essaie de m'y répartir à peu près équitablement, même si je dois avouer qu'en ce moment, je passe beaucoup de temps au HQ dans le 18e. Ouais. Mais dans le fond, j'essaie vraiment de me répartir de façon équitable sur les trois. Top. Si vous voulez découvrir les fameux tableaux et les cours Les de tableaux Velleda. Julien, allez-y. Voilà, je mettrai
tes contacts en description. N'hésitez surtout pas. Écoute, en tout cas, moi, félicitations à toi pour ce que tu fais. Moi, ton podcast, j'étais auditeur avant d'y passer, donc cool. Je trouve que c'est très très cool. Et moi, je suis un gros consommateur de podcasts. J'écoute énormément de podcasts de différentes personnes. Et toi, il est dans mes alertes sur mon téléphone quand il sort sur mon Apple Store. Donc félicitations. Je te souhaite beaucoup de bons résultats pour la suite sur ça et une ceinture bleue à venir. Ouais, ça, c'est pas en mon contrôle. Ça, c'est exactement. Top, merci Julien. Je te souhaite beaucoup de réussite aussi. À bientôt et merci à tous ceux qui auront écouté. Allez, à très vite. Ciao. Ciao.